Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire le récap, non pas de toute la carte, mais de quelques combats de l'UFC 312 qui a eu lieu dans la nuit du 8 au 9 février. Oh, alors, excusez-moi si je ne le dis pas de la bonne manière, mais il y a trop de... Je sais pas, en français, ça veut pas dire grand-chose. Je dirais le Kudos Bank Arena, mais QU, normalement, nous, ça fait Kudos. Ouais, oui, c'est ça, je pense. Ouais, bon, si, avec l'accent, on va dire. Kudos Bank Arena à Sydney, en Australie. On va faire le récap de notre Français Kevin Jousset et puis on va faire le co-main et le main event de cette UFC. Bon, de toute façon, le reste de la carte, je l'ai pas forcément vu. Si on va parler vite fait à la fin de Topuria, mais oui, fatigue faisant et puis la hype n'étant pas là, j'avoue que moi de mon côté, en tout cas, j'ai pas regardé tout l'UFC. Toi, je crois que tu l'as vu? Ah non, pas du tout. Ah, bah je sais pas, tu m'as dit que c'était pas ouf, donc. Ah non, non, j'ai écouté certains débriefs, mais non. Je pouvais pas me lancer dans la carte. Impossible. Non, non, j'ai regardé Topuria aussi. J'ai regardé Jousset, et puis j'ai regardé... En fait, tous les combats qu'on va débriefer, c'est les seuls que j'ai vus. D'accord, bon bah comme ça, c'est les seuls qu'on a vus. Donc, avant de commencer, je rappelle notre partenariat avec Import Fight, donc ce site de vente de vêtements et de matériel de sport de combat qui ne vend du matériel qui n'est pas disponible en France, donc que ça soit Corner, que ça soit Hit and Move, Primo. que ça soit Primo, voilà, des marques comme ça qui sont des marques de MMA ou de boxe. Donc n'hésitez pas à aller voir parce qu'effectivement c'est du matériel de qualité qui sponsorise, encore une fois je le répéterai toujours, de grands champions comme Pereira, comme Belal Mohamed, comme Anthony Pettis. Voilà, c'est donc ça montre la confiance qu'on peut apporter à ces marques-là. N'hésitez pas si vous voulez vous démarquer avec du matériel de qualité. J'ai testé la paire de gants, Hit and Move, une des paires de gants de boxe, et franchement, c'est pas mal du tout. Franchement, elles sont fines. Pourtant, c'est du 12, mais j'ai bien aimé la sensation dans les gants, tu vois. Franchement, vraiment, tu sais, t'as des gants qui sont trop épais. Trop épais, donc des fois quand tu boxes et tout ça, tu sais, c'est pas vraiment évident, tu sais pas comment placer ta main et tout ça. Là, vraiment, tu sens que t'es bien, que même avec du 12, tu peux quand même faire du sac. Enfin, tu vois, t'es pas mal dedans. La sensation, elle est vraiment bonne. Donc, et puis ça sent la qualité. Donc, franchement, voilà. Moi, j'ai testé, je valide, en tout cas pour cette marque-là. Donc, n'hésitez pas. On passe au code Tatami 10 pour 10% de réduction. Donc, on oublie le code Tatami 15 qui était pendant les soldes. Tatami 10 pour 10% de réduction sur tout le site. Donc, si vous voulez avoir du style avec des vêtements que les autres n'ont pas ou du matériel que les autres n'ont pas, parce que c'est aussi une affaire de style, le sport de combat, n'hésitez pas. Le lien sera en description. Import Fight. Bon, instant pub terminé. On commence par Jonathan Mikalev contre Kevin Jousset. Donc un combat qui était très tôt dans cette c'était en pré-prélim, deuxième combat des pré-prélims de cette UFC, en sachant que le premier combat il s'est fini sur une frappe. Donc c'était Saitama, tu vois, One Punch Man qui a combattu juste avant. Il a fini ça très vite. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, restons éveillés, allons-y, regardons le combat de Kevin Jousset. D'ailleurs pas d'early stoppage sur ce premier combat. Je sais pas si tu l'as vu, mais tu l'as pas vu. Honnêtement, le mec s'est fait déconnecter. Arrêtons avec les early stoppage. Le monde n'est pas fait de vol. Tu sais, t'as l'impression en ce moment, tu sais, le MMA, c'est du vol et des early stoppage. Tu vois, il y a que ça. J'entends que ça. Toutes les semaines, il y a un early stoppage ou il y a un vol. donc, on va arrêter avec ça. C'était justifié. Le mec, il s'est fait déconnecter. C'est comme ça arrive. En tout cas, ça m'a permis de voir le combat justement de Mikalev contre Kevin Jousset un peu plus vite, un peu plus tôt. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce combat déjà? Que Kevin Jousset n'était pas dedans ou s'est fait prendre Non. par la stratégie de Non, son adversaire? moi, je dirais pas qu'il est pas dedans. Je dis qu'il y a des erreurs stratégiques. Déjà, on peut dire que c'est un combat de kick. Tu vois, nous, Kevin Jousset, à la base, on nous le vend comme un bon judoka, plus un profil Ça. grappleur, mais qui sait striker, puisqu'il s'entraîne aussi dans une grande écurie où il y a des grands strikers. Mais moi, quand je Oui, parce vois qu'il Kevin est à la Jousset, City Kickboxing. ouais, je m'attends à voir quand même un combattant qui va mixer. Là, on est rentré vraiment dans un combat de pur kickboxing. Donc, il y avait Avec un duel droitier contre gaucher. voilà, l'opposition droitier contre gaucher qui a été la clé de ce combat finalement. Toute la stratégie, elle est basée sur ça. Et il y a des grosses erreurs.
techniquement, il y a des grosses erreurs de Kevin Jousset sur ça. C'est-à-dire que déjà, dans le choix, dans le placement, tu sais, il y a la guerre du pied, où c'est tout le temps Mikhaïlev qui gagne ce duel, à savoir mettre son pied avant à l'extérieur pour s'aligner et mettre la bonne frappe qu'il faut, donc le bras arrière ou même sa jambe. Il le remporte systématiquement, ça. Tu as aussi le fait que, pour moi, Kevin Jousset, il tourne dans le mauvais sens, puisqu'il tourne toujours du côté de la jambe arrière de Mikhaïlev, donc finalement, il s'empale sur les frappes, au lieu de prendre l'autre sens. Ouais, alors c'est plutôt. Moi, je dirais pas que c'est Kevin Jousset qui va du mauvais côté. Je dirais plutôt que c'est plutôt Mikhaïlev qui va du bon côté, qui va du côté fermé. Et parce que justement, il essayait systématiquement d'avoir ce pied à l'extérieur. Et moi, l'erreur que je vois du côté Kevin Jousset, c'est pas qu'il tourne dans le mauvais sens, c'est qu'il suit en fait. Il ne fait que suivre. C'est-à-dire il veut, dans les deux premiers rounds du moins, parce que dans le troisième round, il change ce paradigme-là. Un petit peu. C'est qu'il ne va pas aller plus vite que Mikhaïlev, mais au contraire, il va suivre. En fait, Mikhaïlev fait un pas sur sur sa droite, c'est ça. Il va sur sa droite, donc sur la gauche de Kevin Jousset. Mikhaïlev fait un pas sur sa droite, Kevin Jousset fait un pas sur sa droite. Tu vois, et en fait, c'est pour ça, en fait, tu vois, le pied, c'est comme si au début, il voulait avoir ce pied extérieur, mais que, comme, on va dire que c'est comme, tu sais, celui qui a fait le premier pas, c'est celui qui gagne la course, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Mikhaïlev, il a fait le premier, lui, il suit, sauf que pendant qu'il suit, il a déjà pris soit un bras arrière, soit une jambe arrière. Et le truc, c'est que lui, au lieu d'aller plus vite, tu vois, et d'essayer de couper l'angle en sortant sa jambe avant, ce qu'il n'a fait que dans le troisième round, parce que moi, je comprenais pas pourquoi il sortait pas sa jambe avant ou son crochet du bras avant, tu vois. Parce que si tu veux fermer une porte, l'idéal, c'est d'envoyer une frappe. Il ne le faisait jamais. Ce qu'il faisait, c'est qu'il frappait systématiquement dans les deux premiers rounds avec son bras arrière ou sa jambe arrière. Finalement, tu vois Bloodsport. Tu vois le film avec Jean-Claude Van Damme. Toi, je sais que tu le vois. Oui, oui. Ouais. Tu vois quand Jean-Claude Van Damme, il affronte le mec de la boxe thaï? Oh là là. Oui. Tu sais, où il s'envoie des séries de middle à celui qui craquera le premier. Sauf qu'ils étaient face à face. Mais il s'est passé un petit peu ce combat miroir, tu sais, dans ce combat-là. Sauf que le truc, c'est que comme Mikhaïlev, il avait son pas de retrait, enfin son pas de côté, là, le middle, il partait pleine bourre et il faisait des dégâts, tout comme le point arrière. Surtout, il touchait vraiment parce qu'on peut voir les traces, justement, en fin de combat sur les côtes de Kevin. C'est que vraiment, il les prenait systématiquement. Et en plus, comme il mixait avec le high kick, donc ouais, il a fait un combat de gaucher classique parfait, tu vois. Je termine. Je termine. Donc, lui, comme il faisait son pas de côté, il envoyait pleine bourre le middle qui frappait fort. Par contre, comme Kevin Jousset, il était dans la réaction, quand il envoyait lui son middle, le problème, c'est qu'il était déjà hors champ. Ouais. Donc, en fait, l'impact de la frappe, il était beaucoup moins fort avec justement le déplacement. Dans le troisième round, il change le truc, c'est qu'il ferme la porte avec sa jambe avant, avec son bras arrière. Et surtout, ce qu'il fait très bien, c'est qu'il va reculer un petit peu pour venir contourner et prendre, tu sais, et fermer la porte un peu plus loin. Cet ajustement-là, il aurait dû être fait beaucoup plus tôt, en fait. Au lieu de suivre et d'avancer constamment et de se faire piéger, tu sais, avec ce jeu de je passe, le fait de reculer, de contourner, ça lui a fait gagner ce troisième round, en fait, finalement. Ouais. Moi, ce que je comprends pas, c'est que dans son coin, qui sont des spécialistes, justement, de cette discipline, hein, puisqu'encore une fois, on est resté en kick, je comprends pas qu'on lui ait pas dit, mais bien avant, en fait. Oui. Parce que c'est vraiment ça. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment pas une question de Mikhaïlev est plus fort que Kevin Jousset. Je pense que ça se vaut. Et encore, je pense qu'avec une stratégie plus adaptée, Kevin Jousset est meilleur. Mais ouais, il est passé à côté de son combat stratégiquement. Il y a même des phases, il y a eu quelques phases où il y avait un peu de dirty boxing, tu vois, dans le premier round où ça accroche au clinch et il y a des échanges. Il est largement au-dessus sur ces phases-là. Il aurait dû pourrir ce combat. Pour moi, toutes les phases où il y a une accroche, il est au-dessus. Et ça aurait dû être recherché. Le problème, pour moi, c'est que le footwork, on va dire, de Mikhaïlev était un peu meilleur que celui de Jousset. Jousset, en fait, il est beaucoup sur des esquives, tu sais, de tête, tu sais, avec le buste. Je trouve quand même qu'il y avait du progrès. Alors, il se déplace pas beaucoup. J'ai trouvé qu'il y avait quand même du progrès sur la boxe à Kevin, où je le trouve moins rigide. Tu sais, sur ses premiers combats, je le trouvais super rigide, super droit. Là, je l'ai trouvé, alors, hyper, mais je trouve qu'il boxe mieux. Il y a quand même du progrès sur ces phases-là. Maintenant, c'est dommage de ne pas avoir mis en place une stratégie plus complète, puisqu'il a les armes pour. Oui. Après, il y a peut-être les armes, en fait.
Tu vois, il y a toujours des trucs comme ça. Peut-être qu'il y a une donnée qu'on n'a pas. Peut-être qu'il était blessé et qu'il ne pouvait pas amener au sol. C'est une possibilité. Mais je trouve ça quand même bizarre qu'il n'y ait pas eu de tentative, au moins de tentative d'accroche. C'est ça, au-delà de l'admet au sol, c'est ce que je me disais, en fait, un peu de clinch, quoi. De Ouais, venir un peu avancer, parce que dans le troisième round, ce qui fait bien aussi, c'est de casser la distance aussi un peu plus. ouais. C'est-à-dire, encore une fois, de ne pas rester à la distance de kick, mais d'avancer. Surtout quand tu sais que tu as des menaces sur le high kick qui l'ont fait chuter fesse au sol dans le premier Pendant le round. premier Tu round. vois, c'est vraiment, tu sais qu'il y a le high kick qui sort, Ça, je kiffe, et hein. Alors ben, ça, casse c'est la beau. distance. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de voir en pied-point. Tu vois, c'est les gens qui travaillent toujours au même endroit, donc avec ce middle, ou ça peut être en low kick, peu importe, et que tu commences à marquer le mec, et après tu passes au niveau de la tête. Magnifique, magnifique. Magnifique. Il le prend sur le sommet du crâne. Bon, il est solide hein, parce qu'il le prend bien. Il tombe, il Oui, réagit bien. Après, il tu sais, revient tout de ensuite, suite. il se relève. Il revient assez vite. Mais il y a même dans le deuxième round, il me semble qu'il en reprend un. Alors pour le coup, il tombe pas, mais tu sens qu'il est électrisé. Il a un petit temps où ouais, c'est chaud. Donc non, Mikhaïlev qui réussit ses débuts, hein, c'était son premier combat à l'UFC. Lui, pour le coup, grosse opération. Parce que prendre Kevin Jousset, c'est quand même un nom, ça reste un nom qui a de l'expérience dans la cage, donc c'est une bonne chose pour lui. Et pour Kevin Jousset, ça fait 2 victoires, 2 défaites à l'UFC. Ouais. C'est Avenir sombre. On ne sait avenir pas sombre s'il va parce que signer ou quand on pas. sait que l'UFC, ils ont besoin, enfin maintenant on a vu, hein, en termes de licenciement, je pense qu'on est retourné à la grande époque où, de toute façon, ils sont pleins. Ils ont besoin de dégager du monde pour recruter des nouvelles personnes. Donc je serais pas surpris qu'on le cut malheureusement. Ouais, Le surtout premier contrat, c'est qu'Adesanya, quoi? C'est 4 combats. c'est 4 combats. Donc là, il doit renégocier un contrat là. Surtout que c'est Adesanya qui l'avait poussé, tu sais, un petit peu justement dans les bras de l'UFC. Et quand on voit qu'Adesanya, là, il est justement dans une phase un peu descendante, tu sais, bon, alors ça veut pas dire que son statut, il a changé, mais t'es moins en position de force, tu sais, pour aussi pousser des gens. Maintenant, le truc, c'est que, tu sais, tu disais, ouais, voilà, c'est la City Kickboxing, c'est quand même un club de kickboxing, donc normalement, ils auraient dû faire les ajustements plus tôt et tout ça. Quand tu regardes, tu sais, là, je repense justement au combat d'Adesanya. Et quand je repense à là, finalement, il y a des ajustements qui doivent être faits et qui ne sont jamais faits, finalement. Tu vois, Adesanya, ce qui a été exploité, c'est son changement de garde à distance courte. Tu vois, au lieu de prendre de la distance, changer de garde et puis revenir. C'est le fait de justement changer de garde alors que tu es encore à distance de frappe. Et c'est là que tu peux te faire piéger. Là, ils ont mis énormément de temps finalement à implémenter un changement aussi dans le jeu. Et pareil, pour moi, il y a eu Mikalev, il a beaucoup capitalisé sur ce qui s'est passé avec Brian Battle à l'UFC Paris, c'est-à-dire que voir qu'il y avait une faille peut-être potentielle, tu vois, au corps Encore. de Kevin Jousset, qui a été exploité aussi par tous ses middle. Et alors effectivement, là, il n'a pas craqué. Tu vois, son cardio, il était encore là et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais tu sens qu'il y avait une recherche de middle. Tu sens qu'il y avait, il y a une problématique avec les gauchers qu'il y avait déjà eu par le passé et qui là en fait est corrigé en fin de match au troisième round. Enfin, je sens que je sais pas, j'ai l'impression qu'ils analysent les combats, mais qu'ils corrigent pas vraiment les erreurs, tu sais, pour implémenter sur le combat d'après. Tu vois, et pour moi, c'est une erreur. Enfin, En en tout cas, fait, si c'est vrai, hein, parce que attention, dans le coaching, finalement, je me demande même s'il a préparé ce combat avec des gauchers, en fait. déjà. J'en suis à me demander ça. Alors que c'est, tu sais, à ce niveau-là, c'est la base, quoi. Et ils ont des gauchers. Voilà, dans des salles comme ça, tu trouves des gauchers. Ils ont les contacts pour trouver des bons gauchers. J'ai vu les statistiques en Nouvelle-Zélande et visiblement, il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu la partie du monde où il y a le plus de droitiers. Non, Je c'est une rigole. blague. Je sais C'est pas, une blague. t'es tellement taré que tu serais capable. Il y a des... Tu sais, il y a des contrées comme ça où il y a que des droitiers. C'est bizarre. Donc, ouais, écoute, ouais. Malheureusement, il nous montre quand même ses limites, Kevin Jousset, là. Ouais, il nous montre ses limites, des limites qu'on avait déjà vues. Hein. De toute façon, ça fait que confirmer ce qu'on avait vu sur le côté striking. Même si le côté, tu sais, voilà, solide, qui avance et tout ça, Ah, sur ces ça là bien marche, mais sûr. ça marche à un certain temps. Ça marche un certain temps. En fait, plus tu avances. Alors là, bon, lui, il commençait à l'UFC, en plus, comment dire, Mikalev. Et en plus, il est réputé plus pour être un grappleur, lutteur grappleur qu'un striker. Ça explique aussi peut-être pourquoi ils ont peut-être pas mis de stratégie pour aller le chercher au sol. Aussi, tu me diras. Mais c'est vrai que plus tu vas avancer, plus tu vas tomber sur des strikers d'élite, et plus ces failles-là, elles vont être mises en lumière.
Donc oui, il est solide. Oui, il a des bons mouvements de tête. Oui, il peut trouver de la précision, parce qu'il est assez précis, hein, bon jab et tout ça, on l'avait déjà dit, on va pas retirer ce qu'on avait dit de positif sur lui, hein. Mais les failles, elles sont quand même là. Et quand tu prends un mec qui lui met du rythme, qui avance beaucoup, tu sais, c'est pas lui qui impose son rythme, j'ai l'impression. Il subit le rythme de Mais en fait, l'adversaire. il Et le avançait problème, pas c'est que plus que quand il y a un ça, mec qui met beaucoup de Mikalev. rythme, Il avançait pas plus que ça, Mikalev. Mais il était actif. ouais, mais du rythme. Je parlais juste de mettre du rythme. Et c'était juste que c'était toujours jambe arrière, jambe arrière, tu sais, et ça enchaînait, et ça enchaînait, et ça enchaînait. Et là où normalement il aurait dû sortir sa jambe avant, Jousset, et ben il l'a pas fait, il l'a fait que dans le round 3. Dans le round 3, il fait ce qu'il faut, hein. Il envoie des crochets, il casse la distance, il rush un peu plus sur son adversaire, il envoie plus de middle ou de low kick avec sa jambe avant. Il suffisait que de ça, hein. Il suffisait que de ça pour faire un tout autre combat et pour le remporter. Il suffisait que de ça. Ouais. Ouais, bah écoute, Donc, victoire 29-28 de Mikalev qui prend les ouais, deux premiers. les deux premiers rounds, ouais, effectivement, ouais. 29-28 x 3, et puis donc décision unanime. Bon, on verra pour Kevin Jousset la suite. On verra ce que ça donnera. Donc bon, on enchaîne avec, on fait un bond. On passe du deuxième combat de la pré-prélim à l'avant-dernier combat de la carte, de la main card, avec Weili Zhang contre Tatiana Suarez, donc pour la ceinture des poids paille. Tatiana Suarez qui était à 11-0 si je me trompe pas, très bonne lutteuse grappleuse qui était Championne du favorite, monde, hein, je crois. sur ce Non, combat-là. troisième au championnat du monde de lutte, je crois. Et qui Ouais, avait gagné et des qui avait titres gagné mondiaux en JJB. Alors, pas en ceinture noire, mais. en blanche et en bleu. Ok. Donc ouais, ouais, ouais. Elle était favorite. Elle était favorite. Alors déjà, rien que J'ai ça. pas compris, Déjà, moi. parlons de ça. Ouais, ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Dans quel Bah, monde? moi aussi, quand tu vois que Weili Zhang, elle s'est débarrassée assez facilement d'une Carla Esparza, qui était un problème dans la catégorie avec sa lutte, et qu'elle a montré qu'elle pouvait rivaliser et en lutte et au sol avec Carla Esparza, tu lui mets le même profil, c'est-à-dire une meuf qui ne boxe pas plus que ça, et qui est plutôt une fille qui va shooter dans les jambes à distance et tout, ou même ceinturée. Enfin, tu vois, mais c'est sûr que quand elle te met la main dessus, c'est compliqué, mais comme une Esparza, et qu'on la mette pas favorite, écoute, Et moi déjà, je comprends j'ai pas, même déjà de l'impression base. qu'Esparza, elle est plus chiante. Tu vois, c'est plus une sangsue que Suarez. Mais Suarez, en plus, elle revenait d'une longue période d'absence. Donc, Mhm. le ring rust, ça compte quand même, hein, surtout à ce niveau-là. Recombattre direct en 5 rounds, c'est pas facile. Et puis Zhang, il faut arrêter de l'assimiler quand j'entends encore des commentaires dire que c'est une strikeuse. Non, c'est pas une strikeuse. Eh, c'est Ah plus une non, strikeuse, Weili Zhang. Elle a un c'est niveau plus de que. grappling de malade. Elle a une lutte de fou. Elle sait Ah tout oui. faire. Elle sait tout faire. Non, mais on oublie, tu sais, parce que tu parlais tout à l'heure de Craig Jones qui était dans le coin de. Ah ben non, mais c'était en off, pardon. Justement de Thickness, on en parlera tout à l'heure. Mais elle a Josh Singer qui est un monstre en grappling et en plus qui est pas le pire des profs, enfin tu sais des coachs, tu vois, en termes de transmission justement de, de connaissances. Il est dans son coin depuis je sais pas combien de combats. Déjà depuis qu'elle Depuis était partie, on Cerudo. l'avait dit la dernière fois Depuis contre Cerudo. Avec Cerudo. Elle a Déjà elle a passé un amélioré sa cap lutte, en lutte énorme. c'est ça. Maintenant elle est avec des coachs en lutte. D'ailleurs elle l'a dit à la fin. Elle dit j'ai les meilleurs coachs au monde. Elle a parmi les meilleurs coachs au monde, faut le dire. En lutte, elle a des coachs extraordinaires. Au sol, elle a Joshinger, qui n'est pas le pire des lutteurs non plus, parce qu'il vient de chez Athos. Et Athos, on sait à quel point l'accent sur la lutte est mis en emphase. Tu vois, enfin, voilà, quand tu vois ça, et quand tu vois qu'elle arrive à transposer ça dans la cage dans ses précédents combats, tu te dis, non, aujourd'hui, c'est une combattante de MMA complet, qui peut rivaliser en lutte et au sol avec n'importe qui, et même dominer en lutte et au sol avec n'importe qui. Parce que franchement, le travail qu'elle fait, et on en parlera, on rentrera un petit peu plus dans le détail, mais le travail qui est fait par Zhang, franchement, mais dès le premier round, vas-y, on rentre dans le premier round. T'as Suarez qui lui met la main dessus très rapidement. La ceinture, elle Dès l'amène le au sol. premier C'est la bras seule arrière. amenée significative qu'elle va faire. Dès le C'est premier la seule bras amenée. arrière, Zhang, ouais, dès le début, elle cherche à frapper fort. Elle met son premier bras arrière et Suarez en profite pour prendre le body lock. Elle l'amène Et très elle arrive en facilement. latéral. Pour le coup, elle l'amène très facilement sur cette amenée. Elle arrive en latéral. Elle cherche un contrôle très fort. Mais je sais pas, tu sens que. Ah, il n'y a pas de danger. Elle réagit très bien, Zhang. Elle réagit très bien. Elle arrive à recomposer très vite. Demi-garde. Bah,
Elle prend la garde papillon. Ouais. Enfin, Déjà, elle elle prend la va très vite vers la demi-garde. garde papillon. Après, elle prend la papillon. En fait, elle a son chemin, tu vois. Elle a son chemin et Qu'elle fera toujours. elle a plusieurs branches en fonction de si ça marche ou pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un seul chemin et une fois que tu es bloqué, c'est fini. Elle tente différentes choses. Elle a la demi-garde, elle cherche le dogfight, ça marche pas, elle revient en papillon. Elle sait quoi faire dans toutes les situations. C'est ça. Et là, ce qui est impressionnant, c'est que, et je vais faire un petit clin d'œil à Julien Casier, c'est que de la garde papillon, elle tente de placer le Le shooter shooter crunch. crush. Tu vois. Je l'ai noté. Elle le trouve pas, mais Euh, elle le cherche. c'est ça. Et t'as Suarez qui contrôle bien, donc qui arrive à passer la garde, mais t'as Zhang qui se relève quand même, elle arrive à se relever, tu vois. Et là, c'est là où tu vois aussi la qualité de Zhang, c'est que t'as Suarez qui prend la guillotine et qui saute la guillotine pour essayer de soumettre. Magnifique. Et Elle Zhang passe dans la foulée. qui saute en fait pour passer la latérale et pour sortir, qui sort du danger et elle envoie du grand endpoint. Donc Ça, c'est une c'est phase. super bien fait. Voilà. C'est une phase qui ne s'invente pas. Ça montre Ouais. un très, très bon niveau de sol. Tu vois, pour avoir cette lucidité de. Parce que elle la met très bien, la guillotine, Tatiana Suarez, c'est une de ses spécialités, tu vois, elle sait la mettre. Donc sauter, passer la latérale et donc sortir immédiatement du danger, parce que dès que tu es en latérale, il n'y a plus de danger. Non, non, tu comprends très vite qu'elle a les réponses à toutes les situations. Bah, c'est ça. Et Joshinger en plus est un spécialiste de la guillotine aussi, tu vois. Donc quand tu maîtrises un jeu, tu maîtrises sa sortie aussi souvent. Donc c'est vrai parce que tu comprends les mécanismes en fait, tout simplement. Donc tu sens que Joshinger de toute façon connaît tous les mécanismes du sol et a pu les transposer à Zhang. Et effectivement, c'est là que tu vois que ça va être très compliqué parce que effectivement Suarez, c'est guillotine, triangle de bras, enfin c'est tout ce qui est étranglement un peu de face. Tu vois, donc il y a vraiment ce jeu-là qui était à contrer. Et on sent que tout de suite, on sent que le travail a été fait dans le coin de Zhang. Je pense que c'est une bosseuse de ouf en plus. Tu vois, je pense qu'elle travaille énormément et qu'elle a à cœur de progresser, qu'elle aime ça. Tu vois, qu'elle aime en plus le jeu au sol et qu'elle aime le jeu en lutte, ce qui fait que ça aide à progresser beaucoup plus vite. Donc, moi, je donne le round quand même à Suarez À Suarez, ouais, parce qu'il y a l'amener 19. au sol. Et c'est elle Voilà, qui a il y a le l'amener plus au de temps de sol, il y a la poser. domination. C'est ça. Et puis, il y a la tentative de la mise en danger en grappling, elle vient de son côté à elle. Même s'il y a du grand endpoint à la fin de Weili Zhang, mais bon, Ouais, ce mais il n'est pas round-là, c'est vraiment, indéniable. il est pas significatif, le Gordon Bond. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est indéniable, le round, il va à Suarez. Et là, tu sens que, ajustement, tout de suite de Zhang, qui, déjà, dès le round 2, au lieu de lancer son point arrière, comme elle l'a fait là, elle commence à envoyer des kicks. Tu vois, c'est les jambes qui sortent. Donc, déjà, plus grande distance, elle envoie des low kicks, elle envoie des middle. Et t'as Suarez qui shoot pour coller Zhang à la cage. Mais là, c'est plus la même chose. Elle Elle arrive à shoot de joindre ses loin, mains déjà. sous les fesses. Hein, Elle shoot de loin. elle shoot de loin. Bah, parce que justement, la distance amenée par Zhang, elle est plus longue. Parce qu'il y avait un déficit de taille pour Zhang en plus Ouais. dans ce combat. Et elle arrive à joindre les mains sous les fesses parce qu'elle a quand même une grande allonge. Et t'as Zhang qui contre l'amener et qui prend la montée tout de suite. Et là, tu te dis, ah oui, d'accord. Et elle nous prouve encore une fois, tu sais, cette lecture du jeu, d'arriver toujours à mettre ce petit coup de hanche ou de prendre un petit peu l'avantage sur ses adversaires, comme on l'a vu par le passé, pour arriver et contrer et s'installer dans une position forte pour elle, quoi. Ouais. Écoute, alors c'est simple, dans ce combat, elle a remporté tous les scrambles. Ouais, ouais. Donc, Sauf le premier, ouais. Ouais. ouais, mais le Ah, premier, voilà, c'était sauf la première fixé. amenée, quoi. Et là, Ouais. même sur toutes les tentatives, quand tu sens qu'elle tombe, il y a toujours ce petit mouvement qui fait qu'elle se retrouve au-dessus. Donc, et là, on est ni dans de la lutte, on est dans un mix de lutte et de sol, tu vois. Et elle est vraiment très forte dans ça. Ouais. Bah déjà, il y a un élément qu'elle a mis en place, hein, c'est l'underhook, sur toutes les amenées. L'underhook a fait le taf. À chaque fois, petit coup de volant, et elle arrivait à basculer son adversaire. Et Suarez, on voit tout de suite son chemin. Hein. Suarez, elle prend la demi-garde et elle veut se relever en dogfight, tu sais, au Ouais. début. En tout cas, elle essaye de monter en dogfight, sauf qu'elle prend, à chaque fois qu'elle veut se relever en dogfight, elle prend des grandes endpoints de folie, parce qu'il y a toujours Zhang qui arrive à la pousser, à mettre le Et en Weezer, à plus, pousser et envoyer très le. bonne gestion de son équilibre, hein, de sa position, Zhang, parce que c'est une position quand même où tu peux vite te laisser renverser. Mais tu sens qu'elle arrive bien à peser avec ses hanches, comme tu dis, avec le Weezer, elle pèse bien sur l'épaule. Tu vois, elle le met pas pour le mettre. Tu sens qu'elle pèse Oui, vraiment sur l'épaule. c'est ça. Et puis en plus, elle arrive à produire des frappes sans être déséquilibrée. Donc franchement, elle n'avait pas de solution. Dans cette situation-là, Suarez, elle n'avait pas de solution. Honnêtement, hein, je pense qu'elle arrive dans cette position. Je pense que c'est une position qu'elle maîtrise parfaitement.
et elle va renverser 99% de la KT. Mais sur Zhang, ça marche pas. Bah, elle arrive à se relever la première fois, mais après, en fait, tant qu'elle est encore fraîche physiquement, Ouais, mais je pense que moins elle sera fraîche physiquement et moins elle va y arriver, tu vois. son but premier, pour moi, c'est elle veut pas se relever. Hein. À la base, elle veut renverser. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et le Parce que dans renversement, le elle premier sent round, très enfin vite dans le que c'est deuxième round, elle se impossible. relève. Ouais. Le renversement, il est impossible. Et quand elle se relève, c'est là où tu vois aussi la deuxième implémentation qui a été faite par Zhang, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'underhook, mais l'underhook, plus que de contrer, il lui donne aussi le chemin en contre avec les genoux. Tu sais, où elle place des genoux, où elle arrive à ouvrir en fait une porte avec l'underhook pour balancer son genou, pour Ils piquer font avec mal. son genou, Tu ce qui sens que marche ça bien. fait mal. Dès qu'il y a une rupture de contact, elle remise très fort en anglaise. Elle commence à toucher. En fait, elle sanctionne. Voilà, il y a la tentative d'amener. Non seulement je te contre, mais en plus je te sanctionne derrière. Ouais. Donc là, dès le deuxième round, franchement, tu sens que. En fait, tu sens que Suarez, Zhang, elle a les réponses. Et tu sens que Ouais. Suarez, elle a rien à apporter d'autre. Tu sais, c'est des Oui. combats un peu frustrants où voilà, ton adversaire, il arrive à te contrer. Et comme tu ne sais faire qu'une chose, bah, c'est fini en fait. C'est fini. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut casser les forces de l'adversaire plutôt que d'essayer de trouver les failles. Tu sais, les failles où il y a des trous dans la raquette, tu vois. Bah, Si tu tu vois, arrives à Zhang, casser en les fait, en forces de faisant ton ça, adversaire, derrière, c'est fini. Zhang, en faisant ça, en contrant toutes les amener au sol, mais pas seulement les contrer pour rester debout. Tu vois, elle n'a pas seulement décalé, de rester sur ses pieds. Non, non, elle l'a contré, elle l'a dominé au sol. Là, elle l'a brisé mentalement. C'est ça. Parce que le dernier point et la dernière implémentation qu'on a vue dans ce round, c'est la garde papillon de Suarez qui a été gérée à la perfection avec Zhang, qui en fait laissait Suarez commencer à charger avec son crochet papillon pour elle, en fait, au dernier moment, venir casser avec ses hanches pour justement venir en fait passer la garde ou alors redescendre, en tout cas ne pas se faire renverser et ensuite reprendre son équilibre et puis envoyer le grand endpoint. Mais il y a vraiment ce truc, tu sais, quand tu es pris en papillon, ce que fait très bien Volcano, Moïcano, comme on avait dit, on ce avait que fait dit. très bien Makhachev, tu Ouais. vois, où vraiment tu viens et tu casses en fait tu casses le crochet en cassant avec ta hanche le crochet. C'est-à-dire pas essayer de passer par-dessus, mais au contraire de tourner ta hanche pas dans le sens du crochet, donc la hanche vers le haut, mais à l'inverse vers le bas pour venir et tomber. En fait, quand tu es en bout de pied, c'est pour ça qu'il faut le laisser s'installer au début. Et quand le crochet, il est presque, enfin, quand tu es presque à tomber, c'est là où tu casses le mouvement et tu passes la garde. Ouais. Donc, Ce donc qui est ouais, ça c'était super intéressant. sur le papier, quelque chose de très simple à faire. Hein. Mais une fois qu'on est dans le feu du combat, ouais, c'est des trucs faut driller des milliers de fois, tu vois. Donc Ouais. non, Ouais. elle le gère à la perfection. Elle l'avait déjà montré par le passé, hein, de toute façon, ce système pour casser le crochet. Pareil, hein, ça s'invente pas. C'est du travail fait au club. Euh, Écoute, le round ça va à finit dos Zhang, au de toute sol, façon. en grand endpoint. Mm, 19 pour Zhang. Hein. Je pense que c'est clair. Elle prend le round assez facilement, assez nettement. c'est ça. Et là, on se dit comment elle va réagir Suarez. Eh ben, pas bien. Parce que l'anglaise dans le round 3, l'anglaise de Zhang commence à ressortir et t'as le bras arrière de Zhang qui continue à toucher durement parce que le bras arrière, il a fait mal. Hein. Le bras arrière de Il y en a Zhang, il a surtout fait un. mal. Il y en a surtout un qui passe bien. Elle le prend pleine face. Ouais, titube, hein. Tu sens qu'elle est Ouais. vraiment touchée. Et Zhang, calme. Ça, c'est pas rué sur elle. Vraiment, je prends mon temps. Bah Attitude de oui, championne, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'elle te met la pression pour te finir. Elle cherche à te finir, hein, mais elle va pas faire n'importe quoi. Donc, elle met la on est pression. d'accord. Elle cherche à toucher dur en point. Il se trouve que Suarez, elle arrive à coller quand même juste derrière. Peu de temps après le gros bras arrière qu'elle prend, elle arrive à coller. Il y a une petite phase où elle colle. Je pense que ça lui Ouais, permet mais de récupérer un peu. Ouais. avant qu'elle colle, il y a un autre truc qui a très bien fait Zhang, justement, parce que je voyais les défenses en deux temps, c'est qu'elle shoot de loin, comme d'habitude, parce qu'elle n'arrive pas à rentrer, et t'as le stack, tu vois, où elle stack son adversaire, où elle coupe l'angle. Tu sais, il y a eu des défenses en fait proactives, et il y a eu des défenses en réaction. Les défenses proactives, c'était de justement tasser Suarez la tête dans le sol pour ensuite sortir, et donc ne pas se faire prendre, ne pas se faire connecter. Et après, effectivement, il y avait les moments où elle était collée à la cage, où là, c'était l'underhook avec les genoux qui étaient mis en ligne, Ouais. qui étaient mis en ligne, là. Ouais. Écoute. Ah,
quasiment tous les rounds se ressemblent, hein, dans le sens où dès qu'il y a une phase debout, ben, Weili, elle commence à lâcher son anglaise de plus en plus et elle fait vraiment des dégâts. Et puis elle défend toutes les amenées. Elle défend toutes les amenées. Et tu sens que Suarez n'a aucune solution. Bah, Suarez, elle a tenté de venir au clinch un petit peu. Tu sais, plutôt que de shooter, mais d'essayer de venir au clinch, sauf que dès qu'elle venait au clinch, elle prenait une volée de coudes Ouais. de Zhang qui faisait qu'elle pouvait pas en fait rester au contact. C'était pas possible. Mais je pense que Suarez, dans ses autres combats, elle a un avantage physique. Sauf que Zhang, c'est un monstre physiquement. Elle est ultra puissante. Malgré son gabarit, elle est ultra puissante. C'est-à-dire qu'elle est, oui, elle est plus Mm. petite, mais elle est ultra compacte. Ça se voit, de toute façon, c'est un bloc, Weili Zhang. Et puis elle est de plus en plus physique. T'as vu le physique Ah, qu'elle a arboré là pour ce combat? elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Ça veut dire à partir du moment où il n'y a pas cet écart de puissance, tu peux pas te permettre de. Tu sais, ses entrées, elles étaient brouillonnes, hein. Ça peut passer sur d'autres, mais quand non seulement techniquement en face il y a les réponses, mais qu'en plus physiquement elle est au niveau, voire même plus puissante que toi, ça peut pas fonctionner. On est d'accord. Après, donc, round pour Zhang. Round 4, on voit une Zhang qui connecte et qui fait un crochet intérieur pour amener Suarez qui l'a ceinturé. Donc là, ça veut dire que c'est elle qui s'est donné la possibilité d'amener Zhang au Voilà, sol, d'amener Suarez au Cerudo. sol. C'est vraiment C'est ça, ça. pour moi, c'est l'amener typique de Cerudo qui maîtrise parfaitement. Et je pense même qu'elle l'utilise depuis qu'elle s'est entraînée avec lui parce qu'elle le fait extrêmement bien. Ouais. C'est magnifique. Inside trip, petit crochet dedans, magnifique. Franchement, c'est simple. Enfin, c'est simple. À voir, c'est simple. Oui. Mais même à apprendre, hein. Après, le placer en combat, c'est autre chose. Mais c'est pas des mouvements qui vont dépenser énormément d'énergie, c'est vraiment du placement. Mais bon, faire ça à une championne du monde de lutte, enfin, une troisième Oui, une championne du médaillée. monde de lutte, c'est fort. Ah oui, non, c'est très fort, effectivement. Et puis, t'as Suarez qui cherche encore une fois à remonter en dogfight. Elle n'y arrive pas parce qu'elle prend un gros grand and pound. Elle retourne dans sa garde papillon. T'as Zhang qui attaque le bras-tête. Mais t'as Suarez qui recompose la garde pour défendre. Et en fait, comment dire, et Zhang à chaque fois, hein, on le voit, hein, balance parfaite, j'ai noté. Les tentatives de renversement en papillon, ça marche pas. Elle attend le dernier moment, toujours là avec la hanche et tout ça. Et t'as Suarez qui tente une tentative d'étranglement un peu désespérée, tu sais, à un moment, tu sais, où elle remonte, elle essaie de reprendre un étranglement. Tu sens que là, elle est alors pas dans le Lucky Punch, mais dans la Lucky Submission, quoi. Tu vois, c'est vraiment où elle essaie de prendre un truc parce qu'elle sait qu'il y a que ça Ouais. qui peut fonctionner, en tout cas. Bon, écoute, après, il faut tenter, hein. De toute façon, elle a bien fait de tenter. Mais tu sens qu'à ce stade du combat, ça passera pas. Ouais. Et le bras-tête était intelligent, hein, de la part de Zhang, hein. Parce que on sait que le bras-tête, soit tu soumets, soit quand tu attaques la tête, en tout cas, et que tu es dans la garde d'un adversaire, tu sais, tu peux essayer de le passer aussi. Tu sais, c'est un moyen où tu viens focaliser ton Bah, adversaire, tu elle sais, était en sur quelque demi. chose. Elle était en demi. Elle était en demi, oui. Ouais. Bon, après, tu sens qu'elle fera pas taper. Non, Ça, mais elle peut passer, tu vois. après, mais Ça même peut en être un termes moyen de. d'essayer de passer la garde. Elle peut passer, et puis même en termes tu sais, de fatigue, c'est toujours relou parce que tu sens quand même qu'elle a son épaule sur sa bouche, enfin que son visage est tout Mm. obstrué. Donc pour respirer, c'est une galère. Tu vois, même si tu arrives à respirer, tu vas pas taper, et tu as quand même des difficultés. Donc pour récupérer, c'est toujours relou. Et puis dans la tête des juges, ça, à ce moment-là, je me dis, Ouais. putain, quand même, elle tente. Je me dis, Zhang, c'est pas elle qui vient du sol, normalement. C'est Suarez qui est censé dominer la partie au sol, et c'est elle qui se retrouve dans un bras-tête. C'est-à-dire que même pour le regard extérieur des gens, ils disent, ah ouais. Moi, je me suis dit ça en tout cas. Je me suis dit, c'est elle qui se retrouve en galère. Ouais. Ouais, non, non, c'est clair. Bah, et puis parce que la fatigue a fait son taf aussi, hein. Parce que tu vois que plus on avance dans le combat et plus Zhang elle est dominante. Parce que là, elle prend encore ce round-là et dans le round 5, c'est pareil. Enfin, tu vois, elle continue. Encore le bras arrière qui fait C'est mal. encore pire. Suarez qui shoot de loin encore une fois et c'est encore défendu. Putain, elle prend encore des genoux, elle prend encore des coudes. Tu vois, Pour ma part, le round 5, il est encore pire en termes de domination parce qu'elle la domine vraiment en grappling pur. mais oui, au C'est point là où qu'il il y y a a un le, juge même qui lui a donné un 18 sur ce round. ouais, c'est là où il y a le plus de phases au sol et de phases de grappe, tu vois. Et elle fait ce qu'elle veut en fait.
elle la domine parce qu'elle se permet même, tu sais, d'aller chercher le dos. Alors, elle n'y arrive pas, elle prend la quarter monte parce que, mine de rien, Suarez, on voit, c'est là où tu vois la qualité de grappleuse qu'elle a, Suarez. Parce que là où n'importe qui se serait fait prendre le dos à ce moment-là du combat avec cet état de fatigue par Zhang, Elle a réussi. tu vois en fait une Suarez qui sait comment tourner ses hanches pour éviter de prendre le dos. Elle concède la quarter monte. Mais tu vois, et elle reprend, elle finit par reprendre la demi-garde. En fait, ça, c'est des choses, même quand tu es fatigué, quand tu maîtrises ton chemin, tu sais le faire en fait parce que tu sais quoi actionner, quel levier pour reprendre une demi-garde. Donc c'est ce qui la sauve en fait dans la Tu sais qu'il y a, position, il y a même mais une tu sens que phase où dans le prendre c'est pas Zhang, elle possible quoi. passe, elle attaque le dos, enfin, elle se retrouve au-dessus, elle chute, elle se retrouve à basculer, tu sais, elle se retrouve sur le dos. Je sais pas si Mm. tu te rappelles de cette phase. Si 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 si. Et je sais plus par quel moyen, mais voilà, tu sens qu'elle a vraiment le sens du truc, quoi. Le scramble, elle se retrouve au-dessus. Alors que normalement, Ouais. bah, elle est à plat dos, mais elle arrive à se retourner, elle met un gros whizzer, elle pèse, elle revient. Donc finalement, elle peut se permettre de tenter quasiment tout, puisqu'elle sait qu'elle va pas se faire contrôler. À ce stade du combat, en tout cas, sur le premier round, elle s'est fait contrôler. À ce stade du combat, avec la différence de fatigue, elle peut plus la contrôler. Elle n'a pas ce qu'il faut pour De la contrôler. fatigue et je dirais même de confiance. Et de Tu confiance, sais, il y en exactement. a une, sa confiance, elle a fait que ça, quand l'autre, elle a fait Exactement. que descendre quoi. Donc il y a ça aussi. Tu sais, quand tu es brisé mentalement, qu'il n'y a pas de solution, que ton coin t'a pas apporté de solution, déjà, ou t'as apporté des solutions, mais que t'es pas en capacité de les mettre en application. Mais pour le Et en coup, fait, je pense qu'ils étaient trop dans ce coin, dans le coin de Suarez. Et je pense que c'est les cotes n'ont pas aidé pour eux. Je pense qu'ils étaient beaucoup trop confiants. Tu vois, parce que même son mari, Pachimix, là, je sais plus qui disait ça, mais que bah, lui aussi, hein, expert au sol et tout ça, mais tu vois, il était tellement confiant qu'elle allait dominer et soumettre Zhang sans problème, en fait, sans problème. Et en fait, quand tu sais, il y a toute la partie préparation mentale. On peut faire un big up à Eric Cara pour ça, tu sais, parce que c'est aussi son métier en plus d'être un podcasteur de fréquence MMA. Mais pour le coup, la partie préparation mentale, ça joue aussi à ça, c'est-à-dire se dire, je gagne, comment je ne peux ne pas rusher, tu vois, et prendre mon temps pour essayer justement de faire en sorte de ne pas précipiter, cramer d'énergie ou risquer de perdre dans la précipitation. Mais dans l'autre sens, je suis dominé. Dans l'éventualité où je serai dominé, qu'est-ce que je peux prendre comme ressource mentale et pour aller chercher après des ressources physiques pour ensuite aller chercher un renversement de situation. Et c'est super important. Et tu sens que cette partie-là, elle n'a pas du tout été prise en compte dans ce match-là. Ils étaient trop confiants. je suis d'accord sans être d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur plein de cas de figure, mais pas sur ce combat. Pour moi, sur ce combat, en fait, tiens, on va revenir sur le combat d'avant où on parlait de Kevin Jousset. Il y a le coin, il y a des erreurs du coin. Tu vois, il y a des ajustements qui n'ont pas été faits. Là, en termes d'ajustement, je vois pas ce que tu peux dire à Suarez, en fait. Elle est dominée partout. Tu sais, il y a des fois, c'est le coin qui merde dans les ajustements. Et puis, il y a des fois, la personne en face, elle est juste meilleure que toi, en fait. Oui, oui, oui. Et Non, mais je là, suis pour d'accord le avec coup, ça. ils auraient pu lui dire n'importe quoi. Elle peut pas la boxer, de toute façon. Ça, c'est, alors, sur ça, c'est indéniable. Elle peut pas la boxer. Et puis, au sol, je pense qu'elle a quand même donné tout ce qu'elle pouvait pour l'amener au sol. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Bah, les solutions, si, il y a des solutions au sol. Je pense que autant en lutte, elle shootait de loin parce qu'il y avait la partie boxe qui la gênait. C'est-à-dire qu'elle pouvait pas casser la distance pour faire autrement que shooter de loin, tu vois. Mais au sol, elle a un niveau technique qui est suffisamment grand pour, je pense, hein, quand tu vois les réflexes qu'elle a mis en place, pour essayer peut-être de travailler un peu différemment que d'essayer forcément de renverser avec un dogfight ou alors de travailler différemment avec la garde papillon, je sais pas, d'essayer d'autres angles, tu vois, d'autres angles que cela. Le dogfight, tu comprends que c'est compliqué. Tu te dis, bon, voilà, j'arrive en dessous, je vais essayer de travailler autrement. Ouais, je sais pas. Moi, je suis Non, mais je honnêtement. dis pas que c'est Oui, facile, non, hein. bien sûr, bien Je dis sûr, pas que bien c'est sûr. facile, hein. Après, Mais c'est c'est possible. le seul endroit où tu le vois une solution, quoi, possible. Enfin, en tout cas, où il y a un travail qui peut être fait pour essayer de changer quelque chose, tu vois. Ouais, ouais. Moi, pour moi, elle avait rien finalement à apporter dans ce combat. Ça a passé le round 1. Elle avait plus rien à apporter. C'était de la survie, en fait, hein. C'était de la survie. Et comme tu as Oui. dit, essayer de choper une soumission opportuniste. Voilà. Elle pouvait compter que sur ça, finalement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai.
Donc bon, Zhang apprend encore une fois se rendre et comme je dis, il y a un juge qui lui donne un 18 là où les autres donnent un 19. J'y ai Le pensé, 18 hein. n'est pas déconnant, hein. Il est pas J'y ai déconnant, hein. pensé parce que je me score, moi, après. Tu sais, à chaque fin de round, je mets mon score. Je me suis dit 19 ou 18. Bon, je suis resté sur le 19, moi, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de dégâts. Mais bon, en termes de domination, c'est vrai que le 18, il n'est pas déconnant, hein. Elle la domine. Elle la domine tout le round. Ouais, ouais, je suis d'accord. Elle la domine tout le round. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça manque de dégâts. Pour moi, ça manque de Ouais, dégâts. j'étais en train de revoir, en fait, j'étais en train de lire les notes et tout ça, mais effectivement, oui, t'as les coudes, les genoux et les coudes, mais comme après, ça se passe beaucoup au sol, effectivement, il y a pas un grand endpoint de folie et tout ça, Ouais, donc, alors oui, ça saigne. ouais. Oui, elle est marquée au visage, mais il n'y a pas énormément d'amplitude. Tu vois, c'est des petits coups. Elle n'est pas proche de la finir, en fait. Elle n'est pas proche de la finir. Par contre, oui, là où tu peux le donner, en fait, le truc qui me disait que tu peux le donner, c'est qu'à un moment de, bah, à partir de la moitié environ, Suarez ne tente absolument plus rien. Elle se contente de la tenir et d'attendre la fin, en fait. Elle en veut plus. Hmm. Elle limite les Là dégâts. où t'as une Zhang qui cherche à encore faire évoluer sa position et cherche. C'est ça, en fait, c'est ça aussi la grosse force de Zhang, hein, quel que soit le combat, c'est que dominer ou pas dominer, enfin qu'elle domine ou qu'elle domine pas, en fait, enfin, on va plutôt aller dans le sens, même si elle domine énormément le combat, tu vas pas se reposer sur ses lauriers en se disant bon bah voilà, je peux dérouler tranquillement. Non, jusqu'à la fin, elle va essayer de finaliser. Un peu comme un Dricus du Plessis, tu sais, dans le combat Ouais, d'après. Tu vois, jusqu'au bout, ils essayent d'aller au finish. Ça fait que bah, derrière, il t'épuise encore plus et il te laisse encore moins de possibilités de revenir dans ton match. Dans ton en match. fait, Parce que ils souvent, s'assoient. ce qui fait qu'on revient, c'est quand justement on relève un peu le pied, tu vois. Ouais, et puis ils assoient leur statut de champion, tu vois. C'est que Ouais. je veux laisser aucun doute sur le fait que c'est serré ou pas. Parce que tu pourrais laisser deux, tu sais, tu gagnes 3 rounds, tu laisses 2 rounds filer. Oui, Et ça fait oui, c'est parler ça. après. Alors que là, je te roule dessus pendant 5 rounds et on n'en parle plus. On est d'accord. Donc 49-46 x 2, 49-45 x 1. Zhang qui ne fait pas de call-out à la fin de match. J'étais étonné parce que comme elle veut monter et affronter Shevchenko, elle fait pas de call-out justement dans l'interview post-fight. Elle parle juste surtout de ses coachs qui disent, comme je disais tout à l'heure, qu'elle a les meilleurs coachs du monde. Et moi, je pense qu'elle a raison. Elle a parmi les meilleurs coachs du monde, ça c'est sûr. Bon après, ça aide quand tu es quelqu'un qui sait entendre le coaching aussi. Ça aide beaucoup. Mais par contre, c'est Dana White qui a parlé en conférence de presse de la suite pour Zhang parce qu'on sait qu'il y a ce truc où Manon Fiorot, normalement, est la prochaine prétendante pour combattre Shevchenko, sauf que Zhang fait des pieds et des mains pour monter. Et avec cette prestation, Dana White a dit, peu importe ce qu'elle demande, je lui accorderai. Sûrement. Je Donc, lui accorderai sûrement. ouais. Donc, ça peut laisser à penser que, effectivement, il va lui accorder la montée contre Shevchenko, qui Shevchenko appelle justement de ses voeux aussi la montée de Zhang. Elle est pas folle, hein, parce elle doit se dire qu'elle a un avantage, notamment en termes de gabarit. Ouais. Et surtout parce que je pense que c'est un combat qui sera plus vendeur que contre Fiorot, déjà, aussi. Parce Ah, on a une bon. problématique, c'est que les Français ne sont pas super vendeurs pour la plupart. Donc c'est ce qui un peu les bloque à la montée à la ceinture, parce que l'UFC veut de la performance, du règne, mais veut aussi bah, du banger. Hein, tu sais, il veut aussi qu'il y ait du pay-per-view derrière. Et si on décorrèle le côté qu'on soit français, parce que en tant que français, nous, on se dit c'est dégueulasse. Voilà, on le dise tout de suite. Il faut que Manon Fiorot, elle ait sa chance à la ceinture. On veut la première potentielle, parce que tant que c'est pas fait, championne. Nous, on l'a dit souvent ici, hein, on veut un premier champion. Et si c'est une championne, c'est encore mieux. Je sais qu'en plus de ça, ça soit le MMA féminin qui nous apporte pour l'histoire, tu sais, le premier champion UFC. Ouais. Écoute, pourquoi pas. Maintenant, si on retire le côté français, effectivement, le combat contre Zhang, il fait sens. Grave. Il fait grave sens. C'est ouais, c'est au-delà même qui fasse sens ou pas, c'est que c'est le combat que moi, en tant que fan, je préférerais voir. Parce que Zhang, Oui, c'est voilà, sur les féminines, c'est ma combattante préférée. je Et suis d'accord. chacun de ses combats me confirme ça, tu vois. À chaque fois, elle assure. Je suis jamais déçu, en fait. Ouais. Et Ouais, oh, c'est la KT la plus relevée. Pour moi, la KT de Weili Zhang, c'est la KT la plus relevée. Ça a toujours été la KT la plus relevée, quasiment. Donc, la voir monter, ouais, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, de toute façon, pour le coup, elle a nettoyé sa KT, hein.
Ah oui, là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de se dire oui, mais il manque tel profil ou tel profil. Non, elle a pris tout le monde là. Là, il n'y a pas de souci. Que ça, de Rose Namajunas à Esparza, à Jedrzejczyk à l'époque, enfin toutes les plus grosses têtes de cette KT, elle les a prises. Et même là, une invaincue qui montait, qui était censée être sa némésis, elle l'a battue. Elle a battu Yang Xiaonan. Là, il y a personne. Il y a plus personne qu'à lui mettre dans les pattes tu sais que soit même un profil qu'elle aurait pas déjà vu, tu sais, dans le sens Ouais. où ouais, peut-être que ce profil-là va peut-être la gêner. Non, elle a vu tous les profils, elle a vu des strikeuses, elle a vu des lutteuses, elle a vu des grappleuses, elle a vu tout ce que tu veux, des filles complètes. Et effectivement, là, aller chercher une deuxième ceinture, effectivement, c'est pas déconnant du tout. Mais vraiment pas déconnant du tout. Écoute, écoute, oui, moi aussi, c'est un combat que je veux voir. Effectivement, enfin même pour le challenge, tu vois, c'est un combat que je veux voir. Je partage ton point de vue. Weili Zhang, c'est aussi parmi mes combattants préférés. Je sais que, tu vois, il y a des fois où on tire un peu la grimace quand on sait qu'il va falloir qu'on regarde tel ou tel combat avec elle. Moi, j'ai jamais ce truc-là. Enfin, tu vois, me réveiller pour regarder un combat de Weili Zhang, ça me gêne pas. Tu vois, ce qui ne serait pas forcément le cas pour une autre féminine, tu vois. Donc, il y avait Nunes, tu vois, il y a Weili Zhang, il y a Cyborg. Tu vois, Cyborg, effectivement, j'ai toujours voulu voir ses combats. Tu vois, mais c'est pas, ça se compte pas sur les doigts des deux mains, tu vois. Mm. Et là, pour le coup, effectivement, avec Weili Zhang, c'est le cas. Donc, oui, ce combat, il fait sens. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que quid de Manon Fiorot, quoi. Dans le sens où elle aussi, elle a rincé toute sa KT. Donc, ça veut dire que Ouais, mais si tu c'est mets Weili injuste. Zhang, C'est ouais, non, mais injuste. si tu C'est mets une Zhang vérité que c'est injuste. pour ce title fight, et tu fais combattre en fait Manon Fiorot, tu l'as fait attendre, tu l'as fait combattre contre qui, quoi. Tu vois, c'est Parce ça le qu'en truc. fait, tu sais, le problème, c'est que si Manon passe devant et qu'elle bat Shevchenko, il n'y a plus grand intérêt de faire une montée Zhang contre Fiorot. Que ce qui est fort. Alors, si, pour la double ceinture, Ah, tu il y a vois, la double ceinture, bah oui, oui. évidemment, mais ce qui est Et meilleur, Fiorot, ça sera la fille qui aura battu tout le monde dans sa KT aussi, tu vois. d'accord, mais aux yeux du monde, ils s'en foutent. Shevchenko, c'est elle la star. Si tu veux vraiment un gros combat, c'est Shevchenko contre Zhang. Sinon, c'est juste Ouais. un combat pour la double ceinture et des doubles ceintures féminines, tu vois. Ce qui n'intéresse pas grand monde en soi, malheureusement. Malheureusement, parce que c'est vrai que sur les championnes, il y a quand même du niveau. En tout cas, dans ces KT, autant on a été critique sur l'autre KT, dernier combat pour la ceinture au-dessus, où vraiment c'était une purge. Ouais. Mais, euh, mais Shevchenko, Fioro, Zhang, c'est l'élite de l'élite. Ça, c'est vraiment des Non, combats que j'apprécie regarder, ça, il n'y a pas de problème. Et là, honnêtement, si on est objectif, il y a très peu de chances avec les déclarations de Dana. Si vraiment elle veut monter Weili, et puis en plus Shevchenko qui va pousser dans ce sens aussi, bah, je pense qu'elle va lui passer devant. ouais. Et ils vont faire une Fioro Grasso, peut-être. Une Fioro Grasso, ouais. Ah, de toute façon, c'est ce qui reste, hein. Il n'y Pas, a pas hein. 36 solutions, hein. Ou pas, ils peuvent lui dire écoute, on te certifie le prochain combat pour le titre et juste attends, quoi. Ouais, mais attends. Ça fait que derrière, tu sais, la Bah, c'est relou parce régularité qu'en fait que plus, aussi tu restes dedans, tu vois. c'est vrai, parce que C'est, Shevchenko, partant du principe qu'elle elle gagne contre Zhang, elle va faire traîner derrière. Elle va faire traîner. De toute façon, ça se sent qu'elle veut pas forcément affronter Manon Fiorot. Donc, elle va faire traîner le plus possible. et puis même si Zhang elle gagne, qui te dit que son prochain combat, ça sera dans cette KT-là. Ouais, après, s'ils ont gagne, je pense qu'elle s'installe dans la KT. Ouais, ouais, peut-être. Mais si elle fait De comme toute une façon, Nunes et qu'elle elle combat a dans les deux rincé sa KT, KT. Elle a rincé sa KT. ouais, certes. Mais bon, d'être champion, de rester double championne, tu vois, ça veut dire qu'elle laisse sa ceinture dans la KT du dessous. Ouais. Alors que de rester double championne, tu vois, c'est quelque chose qui apporte du crédit, tu vois. Tu sais, t'as toujours une C'est quelque soupape. chose qui n'a jamais été fait. Si, Nunes, elle a été championne dans les deux KT. Ah, il n'y a que Nunes. C'est vrai. Il y a que Oui. Nunes. Donc c'est pour ça, je te dis, ça a été fait avec Nunes, pourquoi pas avec Zhang. Tu vois, chez les féminines, ça a l'air d'être un peu plus simple à tenir, tu vois. Ouais. Après, si jamais elle redescend et tout ça, peut-être qu'ils feront un titre intérimaire. Je Mais sais pas. bon, C'est un merdier. ça a pas la même saveur, tu vois. C'est un merdier quand même. C'est ça. Donc bon.
En fait, d'un point de vue sportif, oui. D'un point de, enfin, en fait, je vais donner une réponse qui est teubée. D'un point de vue sportif, oui. D'un point de vue sportif, non. D'un point de vue sportif, oui. Il faut que Zhang elle monte parce que effectivement, elle a rassé sa KT et qu'elle le mérite. Mais d'un point de vue sportif, dans la KT du dessus, en fait, c'est pas bon parce qu'en fait, ça bloque encore une fois une KT, tu sais, avec des problématiques qui ne devraient pas y avoir parce que il faudrait que Fiorot, elle gagne contre, enfin, elle gagne. En tout cas, qu'elle combatte contre justement Shevchenko, tu vois. Ouais. Il n'y Ouais. aurait pas ces problématiques de se dire est-ce qu'il y aura un titre intérimaire ou pas, quoi. Donc dans les deux cas, d'un point de vue sportif, c'est dégueulasse. Sauf que dans l'autre cas, dans le cas de Zhang, en fait, elle peut encore continuer à combattre dans sa KT et puis à continuer à régner, quoi, tu vois, comme d'autres. Avec des revanches, des trilogies, comme ça a été le cas pour Shevchenko, tu vois, admettons. Ouais, elle peut. Attends, je regarde vite fait la KT de Weili. Franchement, je vois pas. Déjà, je les connais pas toutes. Mais sur ceux que je connais, il n'y en a pas une qui peut l'enquêter. Il n'y en a pas une qui peut l'enquêter. Non, mais ouais, comme tu dis, hein, j'ai bien peur qu'on se dirige vers ça, hein. Vers Manon qui va prendre Grasso. Ouais, écoute, on verra. Ouais. Ah oui, non, attends, non, j'étais sur le point for pound, je disais, attends, comment ça, Wei Zhang, elle est deuxième Ouais, moi aussi. Moi aussi. Mais moi, ça derrière m'a fait la même. Shevchenko. Puis attends, ils sont allés plus vite que la musique, là? Ça Non, m'a non, fait la même. c'est le point for pound féminin. Ouais, Non, ouais. c'est Grasso. Et après, c'est Fiorot, effectivement. Bref, écoute, l'avenir nous le dira. On verra ce que Dana White annoncera dans les prochains temps, en espérant qu'on se fasse pas flouer, tu vois. On continue et on termine avec. Enfin, non, on termine pas parce qu'on va parler après un peu de Topuria, mais Dricus du Plessis contre Sean Strickland donc, pour la ceinture des poids moyens. Donc, ce combat qui était une revanche, puisque Dricus du Plessis avait remporté la ceinture justement contre Sean Strickland à l'époque qu'il l'avait lui remporté contre Adesanya. On l'a dit, entre-temps, Dricus, il avait confirmé contre Adesanya en le soumettant. Strickland, il avait confirmé le fait qu'il soit chiant à regarder comme la pierre, comme la pluie, comme ce que vous voulez Contre contre, Costa. Paulo Costa. Eh ben, écoute, on avait fait l'analyse rapide lors de l'actu de la semaine dernière. Pour moi, ça allait être le même combat. Enfin, la deuxième partie du premier combat allait se transposer sur le combat complet dès le début, avec une domination qui serait plus nette de Dricus du Plessis et une décision en sa faveur. Écoute, force est de constater que, en tout cas, je me suis pas trompé. Ouais, ça a été le cas. Ça a été le cas. Et tu vois tout de suite en fait les ajustements qui ont été faits, qui fait que Strickland en fait il s'est retrouvé complètement noyé sous le style de Dricus du Plessis. Alors déjà, avant toute chose, arrêtons de dire que Dricus du Plessis est un combattant nul, en fait. Quand je dis nul, c'est-à-dire qu'il fait n'importe quoi. C'est pas qu'il fait n'importe quoi, parce que ce qu'il fait, c'est super précis, c'est super propre. C'est juste que, on va dire que c'est un combattant qui met de l'incertitude. Ouais, mais il met même de l'incertitude à lui-même, tu vois. T'as l'impression que jusqu'à la dernière seconde, il sait pas ce qu'il va envoyer. En fait, Je il sais laisse son pas. corps s'exprimer. Tu vois, des fois, il lève la jambe, il y a le pied part. Lui-même, il sait pas. Non, mais C'est je du vois ce MMA que les gens veulent dire. contemporain. Je vois ce que les gens veulent dire. Ça veut dire que c'est vraiment, vraiment pas orthodoxe. Ça, c'est une certitude. Oui. Maintenant, de la même Mais manière il y a que Sean combien de Strickland, combattants? de la même manière que ce que fait Sean Strickland, tu vois. C'est Alors, c'est ça. un peu plus propre dans les frappes. C'est son système défensif qui est un peu plus bizarre. Alors que Dricus, c'est les angles de frappe, etc. Mais à partir du moment où ça marche, on peut pas dire on peut pas dire qu'il est nul. Là, il n'y a plus personne qui peut dire que Dricus, il est nul. Eh oui. Non, mais surtout, non, mais même si, ok, c'est pas orthodoxe, mais il y a une vraie stratégie. Il y a une vraie stratégie. Je suis désolé de le dire, les amis, Non, mais mais il y il a est sa ultra stratégie. intelligent. Il est ultra Bien intelligent. sûr. Dans son approche, il est ultra intelligent. D'ailleurs, on le voit parce qu'il a fait des réglages justement là où Strickland n'en a fait aucun. Donc, il sait quoi faire. Il a une grosse variété de frappes. Oui. Finalement, je sais même pas si on va faire du round par round parce que les 5 rounds, c'est quasiment les mêmes, hein. Oui, à peu de choses près, on est d'accord. Ouais, les 5 rounds, c'est les mêmes. Donc, la stratégie, c'est quoi? Déjà, c'est de rester au centre.
Dricus, contrairement aux autres adversaires de Strickland, il recule pas. Et ça change tout. Ça change tout parce que Strickland, il a besoin de mettre la pression pour être efficace. Il te fait reculer avec ses types, il te fait reculer avec son jab, et il te met sous pression. Dricus, il se contente juste de tourner. Quand tu regardes bien jusqu'au 3e round, ils ne sont pas sortis une seule fois de l'octogone du centre, c'est dessiné au sol. Ouais. Ils ne sont pas sortis de cette zone. Ça veut dire qu'il ne subit à aucun moment la pression de Strickland. Quand il sent qu'il l'a subi un peu trop, il met une explosion vers l'avant où il te déborde parce que tu ne sais pas ce qu'il va envoyer. Et la défense de Strickland de tendre les bras, finalement, eh ben, ça marche sur une frappe, mais sur un mec qui se rue sur toi et qui envoie 2-3 frappes, bah, t'en prends automatiquement une en fin de course. Et il y avait ce travail aussi en jambe avant, qui est magnifique, hein, ce high kick qui fonctionnait déjà dans Middle le kick, premier high kick. Ouais. Middle kick, high kick. Le high kick, C'est vraiment ça. Incroyable. Déjà dans le premier combat, Et en j'avais plus, noté qu'il marchait très bien. Et là, il l'a beaucoup plus envoyé, donc ça met de l'incertitude. Hein. Elle part très bien, sa jambe. c'est surtout que c'était pas défendu par Strickland. En fait, il a réussi, et c'est pour ça que je dis qu'il fait pas n'importe quoi, parce qu'il a réussi à prendre la garde de Strickland pour la démonter avec son high kick. C'est-à-dire que Strickland, il est en Philly, d'accord? Il est en Philly shell, il est en garde où il a le bras arrière qui est proche du corps et le bras avant qui est en barrage au niveau de son buste, avec l'épaule qui vient défendre. Mais le truc, c'est que comme il envoyait son high kick, et ben en fait, ce qui se passait, c'est que bah, il avait pas de bras en fait pour bloquer, tu sais, pour remonter, il pouvait pas remonter pour bloquer. Et normalement, il recule la tête. Mais là, même si, alors il le prenait en bout de course parce qu'il reculait la tête, mais 99% des high kicks ont été envoyés par Duplessis, ils ont touché. Il les prenait, Voilà, alors déjà, il prenait, comme tu as dit, il prenait le bout de pied. Tu vois, il prenait le bout de pied, il prenait pas le tibia, il prenait. Donc en fait, il se prenait une bonne gifle à chaque fois. Mais une bonne gifle qui fait mal parce que Dricus, il fait mal sur chaque frappe. Pour le coup, c'est vraiment un puncher Duplessis, hein. Malgré le fait que ce soit un peu brouillon. Ça reste un mec qui fait super mal sur toutes ses frappes. Là, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu, hein. Il y a aussi le fait qu'il contrait Strickland sur ses jabs. Donc, il attendait le jab de Strickland pour le chasser et pour lui remiser derrière. Tu vois, ça, il n'y a personne qui a réussi à imposer ça à Strickland. Personne. Même à Adesanya. C'est ce que j'ai noté aussi. C'était très intelligent de faire ça. Parce qu'il à chaque fois, il chassait pour envoyer. Avec le même bras. Il a un rythme très monotone, Strickland. Il t'endort, en fait. C'est-à-dire qu'il avance, il envoie un type, un jab, un type, un jab, un jab, un jab. Et alors, soit il l'acceptait, il y a des moments où Dricus, il l'acceptait, il se mettait en boule, et boum, il rentrait derrière. Soit il venait chasser, il rentrait. Et à chaque fois, ça connectait. Et puis il a toujours mis en place, en plus qu'il avait mis dans la deuxième partie du combat, c'est-à-dire du précédent combat, c'est-à-dire qu'il venait rusher avec son overhand du bras arrière, mais pour renvoyer celui du bras avant, tu sais, pour justement faire en sorte de venir toucher plus avec le bras avant qu'avec le bras arrière. Donc ça, il a continué à le mettre. Ce qu'il a fait plus, c'est les coups de pied circulaires, les coups de pied, enfin les coups de pied retournés qui ont très bien fonctionné, mais aussi les coups de poing retournés, parce qu'il y en a un qui a très bien touché, et aussi un coup de coude retourné qui a été, c'est dans, je sais plus dans quel round c'est, ou coup de retourné, c'est dans le round 4, dans le troisième round, coup de coude retourné, qui s'il avait touché plus sec, enfin en tout cas plus précis, aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. Donc en tout cas c'est clair. Et effectivement l'overhand pour contrer, on en avait parlé déjà dans l'analyse, mais pour contrer comment dire le jab était très important. Il y a eu des ajustements qui ont été faits quand même par Strickland en fin de match quand même, où il a envoyé un peu plus de crochets. Tu sais, il a varié un peu plus ses frappes. Donc chose qu'il ne fait jamais normalement. Tu sais, pour essayer de casser un peu le rythme et puis d'aller chercher des angles différents. Mais ça a gêné un petit peu Dricus à un moment, mais pas plus que ça, parce que ce qui a été très intéressant de voir aussi, c'est dans le round 3 et dans le round 5, quand Strickland commençait à rusher et à accélérer un petit peu plus, c'est les deux fois où il a shooté. Ouais. Alors pas forcément pour le maintenir, mais juste pour casser la dynamique. Alors déjà, il a compris, et je pense que c'est parce que j'en avais parlé, tu sais, tout le monde parlait d'une soumission ou tu sais, de Dricus. Tu sais, en fait, le truc, c'est qu'on est toujours dans cette culture de l'instant. Dricus a réussi à soumettre Adesanya, donc Dricus va soumettre Strickland. Non. Strickland, je le dis et je le répète, on sous-estime trop sa capacité à défendre la lutte. On sous-estime trop sa capacité à défendre la lutte, et il l'a encore prouvé là. Parce que
pas dans le round 5, où là, il prend la jambe et puis après, il sort. Enfin, tu vois, il la relâche un petit peu. Tu Dans le vois. round 3. Mais dans le round 3, il essaye vraiment de l'amener. Tu sens que dans l'énergie qu'il donne dans son amener, c'est pour aller le chercher et essayer peut-être potentiellement de prendre le dos parce que lui-même, il s'est mis dans les possibilités de finish d'aller le soumettre. Il le dit à la fin, soit de le soumettre, soit de le mettre KO ou TKO. Enfin, tu sais, avec un grand endpoint. Mais tu vois que tout de suite, Strickland, il se raidit, il Ouais, pose mais les mains au sol et il se relève et tout de suite, il arrive à ressortir de l'amener au sol. Et ouais, en mais fait, il parce a très qu'il vite il compris. le lâche. Il le lâche. Il le lâche. Il reste 8 secondes. En fait, Et au il le moment où il fait lâche. le double, il reste 8 secondes. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais il le lâche aussi parce qu'il comprend aussi, il est intelligent, et c'est pour ça qu'il shoot pas plus, et c'est pour ça, je pense qu'il a pas plus shooté dans ce fight aussi, parce que même si il avait l'ascendant, parce que je veux bien entendre l'argument de, il dominait debout, donc il n'avait pas d'intérêt de shooter. Ouais, mais d'habitude, il domine debout aussi, et puis il shoot quand même. Tu vois, c'est pas le problème. Sauf que le truc, c'est que il a compris que c'est une galère et c'est une débauche d'énergie énorme pour un gain qui est trop faible. Et je pense que dans la stratégie de base, ils ont même pas réfléchi à shooter plus que ça. Ouais, C'était plus, voilà, si t'es dans la merde, si t'es un peu plus, si t'es mis sous pression, tu shootes, tu l'amènes et puis on relâche la situation. ça c'est une preuve d'intelligence. Oui, oui. Ça, c'est une vraie preuve d'intelligence. Ça veut dire qu'il a shooté à des moments vraiment précis. En fait, sur peut-être les 2 temps forts de Strickland, où tu sens qu'il trouve son chemin et il commence à toucher 2, 3 fois d'affilée, parce que Strickland, il fait mal aussi. Hein. Et ben c'est là qu'il shoot. C'est là qu'il shoot. Donc c'est parfaitement une super gestion de combat de Dricus. Il dicte le rythme, il dicte la distance, il a tout dicté en fait. Mais C'est parce que aussi, il a un cardio de malade aussi, faut le dire. Donc, et puis là, ce qu'il a bien fait aussi, c'est donc alors varier les jeux, varier son jeu. Donc avec une variation des hauteurs de frappe qui était énorme, parce que quand tu regardes, il est à presque égal pourcentage de frappe entre les jambes, le corps et la tête. C'est une trentaine de pourcents de chaque côté, tu vois, plus ou moins. Donc, de toute façon, 30 fois 3, ça fait oui parce que 90. Tu rajoutes quelques pourcents de le chaque travail en côté. calf, il était très intéressant aussi. Il y avait des très bons kicks. Il y avait aussi son Les sides, les travail coups de pied d'arrêt. en coup de pied d'arrêt, exactement. Des très bons coups de pied d'arrêt. Et il trouvait du succès, mais ce que j'aime bien, encore une fois, c'est qu'il ne s'est pas acharné sur un truc. C'est de Non, la variété et de l'incertitude tout le temps. c'est ça. Donc, Et beaucoup de tu feintes. peux pas t'habituer. Et beaucoup de feintes qui ont beaucoup perturbé justement Strickland, qui en fait ne produisait pas, parce que j'avais même une impression au bout d'un moment qu'il avait cette crainte du contre, parce qu'à chaque fois qu'il produisait, il prenait un contre et qui lui faisait mal, au point même que dans le round, c'est dans le round 4 où il pète le nez. Attends, c'est le round 4 c'est ou dans c'est le le round round 4, 5? ouais. Oui, c'est dans le round Ouais, 4. c'est dans le round 4. Ouais, il lui pète le nez sur un bras arrière. Après, il le chasse. Tu sens qu'à ce moment-là, tu vois, le goût du sang, on disait que s'il avait l'instinct du finish, du court après pour essayer de le finir. Mais encore une fois, il s'est pas entêté plus que ça. C'est-à-dire qu'il l'a fait, il a vu qu'il a pris quelques contres, il est revenu en arrière, et puis il a repris son jeu habituel, quoi. Tu vois, il a repris son rythme habituel. Mais il a un cardio de malade, faut dire ce qui est. Alors Le cardio, justement là, en plus, mental. il a un mental de fou, c'est ça. C'est vraiment vraiment très impressionnant, quoi. Et Strickland, et puis en plus, son erreur à Strickland, et qui est mise en lumière aussi là, dans ce combat-là, c'est qu'il recule en ligne. Tu vois, encore une fois, son footwork, il est pas bon, donc il Mais recule parce en que, ligne, comme il avance en ligne, de toute façon. Donc, oui, et à chaque fois, il se faisait collisionner il recule en par ligne. Dricus. Il recule en ligne parce qu'il recule jamais normalement. Strickland, il recule jamais. Donc si tu arrives à le faire reculer, c'est sûr que tu prends l'avantage. Mais il n'y a personne qui a été capable de faire ça. Donc tu sais, même Pereira, il le fait pas reculer. Hein. Pereira, il l'absorbe, il le compte sur son crochet du gauche de mémoire. Mais c'est pas lui qui le fait reculer. Il n'y a personne qui l'a fait reculer. Ouais, j'ai plus le combat en tête, je peux plus te dire, je peux pas te dire. De En mémoire, tout c'est cas, ça. pour ce côté monter. Pas Mais avancer, reculer, j'ai plus le combat en parce tête. que, comme je te dis, moi, ce que je note, c'est que les 3 premiers rounds, ils restent vraiment les deux au centre. Ils échangent. Ils échangent et Dricus met beaucoup de rythme. Et à partir de la fin du troisième, c'est là où tu vois qu'il craque, c'est que Strickland sort de la zone de l'octogone dessiné au sol. Oui, Et c'est lui le premier à sortir. Quatrième round, il se fait péter le nez. Il passe une grande partie du round à courir, à longer la cage, donc il est hors de l'octogone aussi. C'est lui qui subit la pression. Voilà, à fin de troisième, c'est là où il commence à craquer et où Dricus il prend vraiment l'avantage. Donc c'est. Non, il lui a. Alors moi, je voyais un finish.
dans mon prono, j'avais dit un finish de Duplessis par Grand Pound. C'est pas arrivé. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'on avait dit tous les deux que la revanche allait être beaucoup moins serrée que le combat allait et que Dricus allait s'imposer bien plus clairement. Bah, ça a été le cas. Là, il n'y a pas de doute possible. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Mais de toute façon, après, le truc, c'est que, enfin, il y a juste aussi une petite chose, le bras arrière de Strickland qui est beaucoup plus sorti aussi dans le round 5, où justement il a essayé de le contrer, tu sais, mais c'est pareil. La variété de frappes de Dricus a fait que son projet, il a été avorté vite dans l'œuf. Mais en tout cas, voilà, il y a eu quand même des choses qui ont été mises en place. Maintenant, le problème, c'est que ce mec-là, il est difficilement coachable. Et tu sens Eric Nicksick à chaque fois, et c'est pas que dans ce combat-là, même contre Paulo Costa, tu sais, tu l'entends, il se désespère un petit peu en train de lui dire, ah, vas-y, il faut que tu accélères, vas-y, il faut que tu fasses ci, vas-y, il faut que tu fasses ça. Mais j'ai l'impression que tu as un Strickland dans l'interround, il est là sans être là. C'est-à-dire qu'il est là, il regarde le plafond, il regarde ce que tu veux, mais en tout cas, il t'écoute pas, parce que de toute façon, il peut pas faire autre chose. Ah oui. Donc, oui. et quand tu sais que de toute façon, son rythme, parce que j'ai l'impression que lui-même s'est enfermé là-dedans, contrairement à avant, il pouvait changer de rythme dans le combat. Maintenant, il est dans un rythme où il a du linéaire jusqu'à 30 secondes de la fin du round 5, et dans la fin du round 5, c'est là où il accélère. Et il a fait exactement la même chose dans ce combat-là, sauf qu'il s'est pris une tentative de takedown qu'il a stoppé. Voilà, boum. Ouais. Et puis voilà, c'est tout. En fait, tu as juste à gérer ces 30 dernières secondes, quoi. Ça, voilà, parce que même quand il gagne, parce que là il perd, mais même quand il gagne, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que même quand il gagne, il fait des combats ultra chiants où tu sens qu'il peut en faire plus et chercher un finish, mais il attend les 20 dernières secondes pour accélérer. Donc comme tu dis, il s'est enfermé dans ce style qui fonctionnait, mais qui va de moins en moins bien fonctionner. Parce qu'il y a des gens qui vont comprendre. Et là, Dricus, là, par exemple, il monte un chemin de victoire à adopter contre Sean Strickland. Ouais, alors d'aucuns diront que tout le monde ne peut pas le reproduire parce que c'est le côté incertitude qui fait que. Mais oui, parce qu'il faut aller le chercher quand même. Et puis il y a le côté physique, c'est-à-dire qu'il faut imposer aussi 5 rounds à fond aussi pour le stopper, parce que finalement il crame pas énormément d'énergie, Strickland. Tu vois, lui si jamais tu crames tout dans les 2 premiers rounds et que dans les trois rounds qui suivent, parce qu'il y a un truc, hein, Strickland au bout d'un moment ses front kicks, il les a un peu plus mis. Et ça a touché fort au corps de Duplessis, et on sentait qu'il accusait un peu le coup. Donc ça tue quand même. Donc ça te crame du cardio. Bon, maintenant Duplessis, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il bougeait beaucoup aussi en prenant des angles. Tu vois, il restait pas toujours en face, donc ça a un peu stoppé aussi sa manière de faire. Cardio ou pas cardio, en fait, c'est que même si le cardio lâche, le mental il tient, donc il va continuer d'avancer. Ouais. Honnêtement, c'est un beau champion, Duplessis. Ça m'étonne de le dire, parce que même moi, le premier, quand je l'ai vu arriver, je me disais, c'est quoi ce mec-là? Mais maintenant, j'ai de plus en plus hâte de voir ses combats. L'incertitude qu'il amène, j'ai hâte de voir quelle stratégie vont prendre ses adversaires, tu vois. Parce qu'il est fort partout. Il est difficilement contrôlable, il tient 5 rounds facilement. Il est puissant, il a un menton de fou. Enfin, rien que ça suffit pour durer dans la KT. Ouais, non, je suis d'accord. Bah après, il faut voir. Alors attends, on va projeter après. Mais bon, en tout cas, lui il gagne en décision unanime, Dricus Duplessis, donc 50-45 x 2. Donc pour 2 des juges, il a gagné tous les rounds. Il y a un juge qui donne un 49-46 avec le round 2 pour Strickland. Alors ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi. J'ai pas compris non plus, mais bon. Chacun voit le combat qu'il a envie de voir. On va pas change pas la donne, donc ça va, mais j'ai pas compris. On est d'accord. Strickland, c'est plus un troll qu'un combattant aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai noté vraiment pour le coup. Et tu le vois même dans tu sais, l'interview de fin de round, tu sais, enfin de fin de combat où il prend le micro pour haranguer son public. En fait, maintenant, tu sens que c'est plus le côté showman entre guillemets, et encore qui est agaçant, mais le côté showman qui compte plutôt que le côté combattant. Ouais, d'ailleurs, je voyais des vidéos de lui en train de lutter sur un rondin de bois, sur une poutre avec des jeunes juste avant le combat. Enfin, tu sens que le mec, il prend pas ça au sérieux. Et d'ailleurs, un des éléments qui nous fait dire qu'il prend pas ça au sérieux, c'est quand tu vois sa shape pour le premier combat et sa shape pour le deuxième, tu vois que c'est pas la même chose. Tu sens qu'il est en fin de carrière, il sait qu'il sera pas de nouveau champion, il capitalise un maximum, et puis voilà, quoi.
Effectivement, un Colby, effectivement, comme un Colby Covington, ouais, un petit peu dans le même genre, tu vois, ouais, effectivement. En fait, tu continues de parler, d'ouvrir ta bouche pour rester sur le devant de la scène et continuer à avoir des gros combats, mais tu sais que tu les gagneras pas, en fait. C'est ça, hein. Là, tu essaies de négocier encore 3-4 bons combats, juste en parlant, mais tu sais que le titre, c'est fini. C'est ça, c'est ça. Et quant à Dricus, bon, bah, pareil que Zhang, hein, pas de call-out particulier, enfin, normal. En même temps, c'est des champions, donc ils vont pas faire de call-out, tu me diras. Mais y a pas eu vraiment de projection dans l'interview post-fight, enfin, de post-fight direct avec DC, avec Daniel Cormier. Mais par contre, il a dit en interview par la suite, quand on lui posait la question entre Nassourdine et Chimaev, il a dit, mais sérieusement, avec qui vous pensez que je vais faire le plus de thunes? De toute façon. Donc, c'est Chimaev, il veut Chimaev, il voulait Chimaev avant Strickland, il veut Chimaev après Strickland, au moins il tient sa ligne. Hein. Ça me choque pas. Si tu prends la hype de Chimaev, c'est mieux que de prendre la hype de Nassourdine qui lui a déjà perdu et qui a déjà perdu contre Strickland en plus. Non, mais ça va être Non, Chimaev. c'est logique, c'est logique. Ça va être Chimaev. De toute façon, depuis le temps qu'ils doivent le mettre pour le titre, il y avait plein de rumeurs comme quoi les combattants l'évitaient. Là, publiquement, il est défié. Donc on sait que c'est vraiment le combat qu'il veut, le champion. Tu vois, il veut affronter Chimaev. À l'UFC, ils vont sauter sur l'occasion. Oui. Ils vont sauter sur l'occasion. Et même stylistiquement, c'est vrai. Tu vois, ça me fait chier pour Nassourdine. Mais je veux voir Chimaev Duplessis. Et encore une fois, c'est un combat qui est intéressant sur le papier. Est-ce que c'est le premier qui va pouvoir le stopper, quoi? Tu vois? Et Ouais. tu te dis, quand on parlait du mental de champion, que le mec, il va au bout des choses. Enfin, tu sais qu'il a un mental de malade, qu'il est prêt à mourir et à tuer dans la cage. Finalement, tu retrouves ce que tu retrouves avec lui. Tu vois, tu retrouves ce que tu retrouves avec Chimaev. En fait, c'est deux états d'esprit, c'est deux fois le même état d'esprit qui vont s'affronter avec un style, certes un peu différent, mais c'est en tout cas, en termes de mental, c'est mental contre mental. C'est celui qui va briser l'autre, finalement. C'est deux Tu vois. invincibles. Dans leur tête, c'est deux invincibles. Et il y en a un qui va perdre. Ouais. Donc non, ce combat, il m'intrigue. Ce combat, il m'intrigue vraiment. Et puis, je suis pas contre un Nassourdine Strickland. Oui. Nassourdine Strickland, je pense que l'état de confiance et la progression de Nassourdine fait qu'il peut trouver. En plus, avec le coin qu'il a, qu'il trouve toujours des bonnes solutions adaptées. Et maintenant, les données en plus qu'on a sur Strickland et son état justement psychologique où on pense qu'il est plus sur la fin, il y a moyen de faire quelque chose contre Strickland. C'est pas le même Oui, je suis Nassourdine d'accord. maintenant que lors de leur premier combat, donc je suis vraiment Et c'est pas confiant le sur même leur revanche. Strickland, mentalement, tu vois. Et c'est pas le même Strickland non plus. Donc ouais, non, je suis d'accord avec ça. Après, est-ce qu'il faut absolument qu'il se fasse à Paris ce combat-là? Non, pas forcément. Alors c'est sûr que ça sera. Alors c'est possible, hein, parce que Strickland a justement le fait que s'il y a des années il a pu combattre. Alors certes c'était en Arabie Saoudite avec l'UFC, enfin avec l'Arabie Saoudite qui paye fort l'UFC. Mais si un Adesanya a pu combattre en dehors d'un numéroté, un Strickland peut combattre hors d'un numéroté aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça pose pas de problème. Ouais, Ça fait une ouais. affiche, ça fait une grosse affiche pour l'UFC Paris parce que on commence à manquer un peu de grosses affiches pour l'UFC Paris. Moi, Tu j'ai vois. du mal à le voir sur le FC Paris. Et pour le coup, je sais pas si c'est une bonne chose pour Nassour de le prendre à l'UFC Paris. Je pense que Ouais, moi je. ça te rajoute quand même de la pression d'être devant ton public. Je sais pas pourquoi, alors c'est peut-être moi, hein, mais ouais, je pense que ça dépend des profils. Ouais, c'est vrai que ça dépend des profils. René Ouais, Sourdine, je pense pas que ça le dérange plus que ça. Il nous a prouvé là que ça l'avait pas plus gêné que ça. c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'avec les propos qu'avait tenus Strickland justement quand sur les Français et tout ça, bon, c'est vrai que c'est un buzz de ouf. Par contre, c'est un buzz de ouf. Mais lui-même, il veut Mais pas. Si mais vraiment il tient à sa ligne, ce qu'il avait dit, il veut pas venir en France. non, mais on est d'accord. Mais par contre, c'est vrai que pour Nassourdine, moi, si je prends que le cas de Nassourdine, parce que Strickland, on s'en tamponne, je préfère le voir une nouvelle fois sur un numéroté, quitte à être en co-main, tu vois, sur un 5 rounds en co-main, comme ça se fait encore aujourd'hui avec un Strickland, plutôt que de le voir à Paris, parce que Nassourdine, il a besoin de prendre des followers. Il a besoin de prendre de l'image, il a besoin de prendre, tu sais, de l'ampleur médiatique. Et le problème, c'est qu'un UFC Paris aux horaires françaises,
avec des Américains qui vont pas plus regarder ça, enfin regarder l'événement que ça, effectivement, c'est pas super intéressant pour la suite de sa carrière. Donc, les amis, en tant que fans français, soyez OK pour qu'il combatte plus sur un numéroté qu'à l'UFC Paris. C'est vrai qu'on aimerait le voir, enfin, l'UFC France, enfin, tu vois, parce que ça sera Paris ou pas Paris, mais c'est vrai qu'on aimerait bien voir ce combat-là, peut-être pour beaucoup en live, mais par contre, derrière, si vous voulez que les Français aient plus d'exposition médiatique, il faut qu'ils combattent malheureusement sur des créneaux où ils touchent le plus de monde possible. Et pour ça, il faut que ça soit sur un UFC numéroté. Tu vois, c'est vraiment ça, parce que est-ce que les Français savent pas se vendre? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on est novice, enfin encore novice dans le MMA, tu sais, le MMA international? Peut-être. Est-ce que c'est parce que aussi on a besoin de tribunes qu'accèdent les Américains peut-être plus facilement avec des numérotés très rapidement comme un Bonical et tout ça? Oui, sûrement. Tu vois, c'est ça aussi. C'est qu'il faut qu'il y ait un accès aux numérotés beaucoup plus grand, tu sais, de la part des Français et moins sur des fight night ou des Apex ou ce genre de choses. Pour le coup, du côté Nassourdine, s'il y a le fait qu'il parle pas anglais aussi. Il y a le fait qu'il parle pas anglais. Oui. Alors, ouais, mais Pereira ça pose problème quand ça veut poser problème. Voilà, c'est ça. Pereira ne parle pas anglais non plus. Mais Pereira, un personnage. Oliveira parle pas anglais, je crois. Oliveira parle pas anglais. Bon, c'est vrai que très peu de Brésiliens parlent anglais. Donc eux ont brillé par leur performance. Maintenant, attention, hein, Oliveira c'est devenu une superstar depuis pas si longtemps que ça en vrai. Parce que ça fait bien longtemps qu'il est dans le game, Oliveira, donc ça a mis vraiment beaucoup de temps. Là où Pereira, ça a été très rapide. Mais parce que son personnage, parce que des KO. Et parce que la rivalité avec Adesanya aussi. Et en Calaf, on en parle dans Calaf? Il parle pas anglais non plus. T'as vu la star que c'est? Arrête tes conneries. Allez, c'est gratuit, c'est pour la blague. Non, mais je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a le côté où il parle pas anglais. Mais c'est vrai que c'est dommage. Ça devrait être. Et pourtant, ça, s'il y a bien un truc qu'on peut partir au MMA Factory, normalement, c'est que quand même, ils font en sorte de faire parler anglais les combattants, tu sais, assez rapidement en leur donnant des cours d'anglais. Lui, il est passé par le MMA Factory, visiblement, il a séché les cours. Mais ça devrait être un passage presque obligé, tu vois, dans ton temps, d'essayer d'apprendre à parler la langue, tu vois. Même si t'es pas confiant, mais quelques phrases, quelques mots, tu vois, même si tu réponds pas à toute une interview, mais que au moins dans la cage, tu puisses avoir quelques punchlines que tu sors en anglais pour appeler, pour faire des call-outs, ce genre de choses. Ah, c'est quand même intéressant, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu parles du MMA Factory, je viens d'y penser là, donc ça me le rappelle, je te le dis tout de suite, tu as le bonjour de Common. Ah, comment? J'ai croisé au Tech Fight. C'est son élève à Roustelien. Et ouais. Son élève à Roustelien, c'est ça que tu dis? Ouais. Et ouais. Bah, félicitations, Common D, qui est un des coachs justement du MMA Factory et que j'apprécie énormément parce que ce mec-là est un amour. Ah, donc, ouais. Et puis il fait du bon taf parce que franchement, il accompagne tout le monde. Tu sais, il y a peu de coachs comme ça qui accompagnent ses élèves, quel que soit le niveau, sur tous les événements et tout. Donc un gros respect à lui. Vraiment, il est fait pour ça. Il est vraiment fait pour ça. Donc, bon, bah, c'est cool. Ouais, donc en tout cas pour finir sur ce match, sur ce fight, oui, on se dirige vers un Strickland Nassourdine et un Chimaev Adesanya, à moins que Nassourdine décide d'attendre. Il peut y avoir des surprises. Hein. Il peut y avoir des surprises. Tu sais, si vraiment Chimaev prend le fight, ça peut totalement remettre en question la suite de Nassourdine. Parce que Strickland, on peut le zapper peut-être, et peut-être qu'un Whittaker va revenir dans l'équation. Un Whittaker Nassourdine, ça reste un énorme fight. Hein. Ouais, je suis d'accord. Un Borayo qui fait une énorme perf, je vois, qui veut enchaîner direct, ça peut le faire aussi. Donc, ouais, je sais pas. Mais je pense que malheureusement, Nassourdine aura un autre combat à faire avant la ceinture. Tu sais quoi, le pire qu'il puisse faire à Nassourdine? Je parle pas en termes de niveau, hein, mais en termes de respect, c'est de caler un Nassourdine Borayo. Ah oui, c'est le pire. Oh là là. Ce serait ouais, là pour le coup, c'est du foutage de gueule. Ouais. Attention, hein, je dis pas que Borayo non, clairement pas. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment ça serait un manque de respect. Parce que pour le coup, Borayo n'est pas une star. Ça serait utiliser Nassourdine comme tremplin pour essayer de trouver quelqu'un pour lui passer devant, tu vois. Voilà, ou alors de se dire, voilà, en fait, il y a l'un des deux qui passe, peu importe lequel, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça.
alors qu'il en a fait 10 fois plus. Donc oui, ça serait dégueulasse. Ouais. À voir. L'avenir, encore Je une veux fois, juste nous le dira. finir sur Dreyfus avec ce petit tweet qui a été partagé par Chris Guénas qui m'a fait beaucoup rire. Et par tout le monde. Ouais, je l'ai beaucoup Ah, vu. tu l'as vu? Vas-y. Ouais, je l'ai vu. Sur papier, tout le monde bat DDP, mais DDP ne sait pas lire. Voilà. C'est tellement vrai. C'est tellement Tu vrai. sais à quoi ça me fait penser ce tweet? Tu sais, au punchline sur Chuck Norris. Exactement. Exact. Tu vois, c'est un peu la même chose, tu vois. C'est en fait, le mec devient une star suffisamment grande. Bientôt, va y avoir les DDP Facts. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est ça. Exceptionnel. Non, parce que Chuck Norris, c'est notre maître à tous, tu vois. Et vous savez tous pourquoi Superman mettait son slip par-dessus son pantalon? Pourquoi? Non, c'est parce qu'il a perdu au bras de fer contre Chuck Norris. C'était le gage. Ah, je pourrais en faire 1000 des comme ça. Chuck Norris a compté jusqu'à l'infini. 2 fois. Ah, c'est génial. J'adore. Pour un fan de Walker Texas Ranger, qui était ma messe du dimanche, je vais vous dire que c'est Chuck Norris Fact. C'est des pépites. Le dernier mec à avoir serré la main de Chuck Norris, c'est Jamel Debbouze. C'est Jamel Debbouze. Qu'est-ce qu'on devrait dire de Philippe Crozon? Oh putain, les cons. Bref, on termine avec un petit mot sur le combat d'Alexandre Topuria contre Colby. Alors, Thickness ou Sickness. Je sais pas comment il se prononce ce nom. Donc l'entrée d'un nouveau Topuria dans la catégorie des poids coqs. Donc son frère, le frère de Ilia Topuria. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait vraiment la rivalité de Volkanovski contre Topuria qui était là, mais derrière la manette cette fois-ci, puisqu'il y avait Ilia Topuria dans le coin d'Alexandre et t'avais Volkanovski dans le coin de Sickness. Donc c'était marrant de voir ça. D'ailleurs, t'as vu aussi la vidéo où tu vois Volkanovski qui va boire à la bouteille, qui dit ah non, c'est pas moi le combattant. Vous allez en parler. Oh merde. C'est pas moi qui combat aujourd'hui. Donc comme quoi on n'est pas tous faits pour être coach. Hein. Donc ce combat qui s'est terminé à la décision justement pour Alexandre Topuria. Pas mal, hein, sa petite entrée. On voit des similitudes avec le style de son frère. Ça présage du bon pour la suite. Ah, moi, j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé. Une grosse anglaise. Stylistiquement, tu sens que c'est plutôt le même jeu. Hein. Une anglaise puissante, des bonnes frappes au corps. Hein, c'est marrant parce qu'on parlait de l'anglaise sur le dernier épisode d'Actu. Là, tu ressentais vraiment la différence de puissance, d'impact entre Colby et Topuria. Il aurait peut-être pu en faire plus. Oui, il n'a pas fini. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 6 ou 7 combats, je crois. C'est déjà énorme qu'il soit à l'UFC. Hein. Finalement, il bénéficie de son nom. Hein. Fait que son frère soit champion pour rentrer aussi vite à l'UFC. Mais il réussit ses débuts. Il montre qu'il est assez complet. Très bonne lutte défensive. Il n'est pas inquiété au sol. Ça tourne bien. C'est assez complet. Je vais suivre le prochain combat avec impatience. J'attends de voir ça. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal. Effectivement, tu parlais des frappes au corps. Il y en a une où même moi j'ai fait ouf. Tu sais, vraiment une espèce de crochet au corps qui était vachement puissant. En lutte, en plus, il nous a gratifié d'une petite souplesse arrière. C'est pas mal. Hein, ça montre la qualité technique. Pareil, quand il était shooté, alors avec un Sickness qui shootait un peu de loin, mais des bons sprawls, il allait toujours chercher le dos. Alors, sans forcément le prendre, mais en tout cas, il se dirigeait toujours vers le dos. Il y avait des trucs pas mal, même si on voyait que son adversaire, hein, Sickness, il était vachement bon sur le dos. Tu vois, rubber guard et tout. Ouais. Maintenant, son adversaire. Très bien géré. Son adversaire, il n'y a pas cru. C'est pour ça que j'ai hâte de le voir sur un adversaire un peu plus. C'est qu'il respecte moins. Comme je te disais en off, j'avais l'impression de voir le combat Volka contre Topuria. Où tu sens que sur ses attaques, il veut y aller, mais finalement, il y va à moitié parce qu'il n'y croit pas plus que ça. Et puis après, il faisait que de le lutter, alors on a vite compris qu'il ne l'amènerait pas de toute façon. Donc là, pour le coup, c'était une erreur. C'est finalement debout qu'il avait le plus de succès et où il touchait. Maintenant, oui, il n'avait pas ce qu'il faut. Enfin, il touchait, il était quand même bien hermétique, Topuria. Hein. C'est vrai parce que je vois les middle et tout ça, ils étaient bien dans les bras. Il a une très bonne défense, même ses mouvements de buste.
sa façon de rouler avec les coups, quand des fois il y a des droites qui passaient, tu sais, il tournait la tête, un peu comme Canelo le fait en anglaise. Donc, non, les Ouais. frères Topuria, ils ont une sacrée anglaise. Les deux, ils ont une sacrée anglaise. Donc voilà, je pense qu'il a démystifié le truc, il est rentré à l'UFC. Toute la pression, elle a dû partir parce il était observé par tout le monde, hein. Il y avait son frère dans son Oui. coin en plus, donc tous les regards étaient dirigés sur ce combat. Il a réussi ses débuts et je pense qu'il sera encore meilleur au prochain combat. Écoute, je pense aussi. En tout cas, il y a des choses à mettre en lumière. Bon, maintenant, j'attends de voir parce que effectivement, bon, tu m'as dit qu'il avait quand même une sacrée puissance de frappe, oui, mais il y a un élément, tu vois, qui est un game changer, c'est le KO power hein, que son frère a. Lui, je sais pas encore s'il l'a véritablement. On le verra sur le long terme. Je sais pas combien de KO. J'ai pas regardé. Tu me diras, j'ai pas regardé son Sherlock, mais euh, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que techniquement, c'est pur, c'est propre, il y a rien à dire. Donc que ça soit en lutte, que ça soit au sol, que ça soit en boxe, pour l'instant, en tout cas de ce qu'on a vu, c'est bien. Moi aussi, je vais le suivre, on verra. Ce qui est marrant, tu sais, tu disais, Ilia Topuria a sûrement joué sur le fait qu'il signe aussi vite à l'UFC. Tu vois, encore une fois, si on fait un parallèle avec Nassourdine, qui au début de sa carrière faisait des pieds et des mains pour parler en conférence de presse de son frère Daguerre, enfin même en fin de fight, Dana, regarde Daguerre, mon frère, il est meilleur Ouais, que moi, nanani et tout ça. Ben, ça n'a pas fonctionné de la même manière. Donc, comme quoi, il y en a certains qui ont quand même des statuts peut-être plus important que d'autres. Tu vois, ça manque encore, tu vois, quand on parlait de respect et d'écoute de l'organisation. Tu vois, un Lilia Topuria ou quand un Adesanya disent regarde tel mec, tiens, signe-le, ça peut être bon, ou même un Khabib, tu vois, ça ouais, marche. Il y en a là, pour le d'autres, ça coup, marche moins. c'est ce qui est logique. À partir du moment où tu es champion, forcément, tu as plus d'écoute. Surtout que au moment où Nassourdine faisait ces appels-là en fin de combat, c'était pas encore le Nassourdine de maintenant. Donc oui, forcément, il Ouais. est beaucoup moins écouté. Ouais, écoute, on verra. Et Voilà. puis, C'est juste le petit big up sur ce combat qui était en plus agréable à regarder, je trouve. Donc, ouais. Et puis, comme je t'ai dit, quand il a la tête baissée, tu sais, le nez dans les gants, il a un petit côté Chris Gainash, Alexandre Topuria, c'est ce que je te dis. J'ai l'impression de voir Chris Gainash en train de combattre contre Colby Thickness. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire, en tout cas de cette UFC 312. N'oubliez pas qu'il y a donc le lien Fight avec le code Tatami10 en description, justement en dessous. Donc n'hésitez pas si jamais vous êtes intéressé. Sinon, bah, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit. Je vois les statistiques, je vois qu'on a toujours dans les 60% de gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas, ça coûte rien pour vous juste de cliquer sous la vidéo là directement, hop, un petit clic sur le bouton abonnement. Ça change pas grand chose, d'accord, à votre vie, mais nous, ça change beaucoup parce que bah, ça nous fait grossir hein, petit à petit. Beaucoup d'entre vous disent qu'on mériterait d'avoir plus d'abonnés. Bah voilà, cliquez, partagez, commentez. C'est vraiment ça qui fait que n'hésitez pas à nous dire voilà, ce que vous avez pensé de cette UFC 312 en commentaire aussi. Comme ça, on aura votre point de vue. On sait que d'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont regardé toute la carte parce que vous êtes ce type de gens qui regardent tout, et pour notre plus grand plaisir parce que vous nous faites découvrir aussi des combattants. Donc voilà. Il va y avoir un petit temps bah, sans véritablement UFC numéroté, hein, si je regarde bien, parce que le prochain UFC numéroté, il est le 9 mars. Donc avec justement, on parlait d'Ankalaev tout à l'heure, mais Pereira contre Ankalaev et Justin Gaethje contre Dan Hooker en co-main. Donc voilà. Entre-temps, on fera de l'actu, parce que vous savez on s'intéresse surtout aux UFC numérotés. Hein, plus je regarde, attends, fais voir qu'il y a. Ouais, Cannonier Rodriguez. Ah, Cannonier Rodriguez, on va peut-être pas en parler, mais par contre, c'est un combat que je vais regarder. ouais, bah oui. Ça c'est ouais, parce que la montée de Rodriguez, elle est pas mal. Même Qatar Zalal, hein, c'est pas mal. Ouais, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Enfin, il y a des choses à voir plutôt. Parce que je dis il y a des choses à dire comme si on allait en parler, mais non, pas forcément. Mais il y a des combats intéressants quand même. Hein. Brendan Allen contre Anthony Hernandez. Anthony Hernandez qui avait soumis effectivement Rodolfo. euh, Rodolfo Vieira, effectivement. Bon après Henri Cerudo contre Sandy Adang, bon ça ce combat, ouais, bon. Tu vois, enfin, Oh, c'est à ça va. regarder, mais c'est En tout pas cas, non les noms que plus. tu as cités, la carte, elle est pas mal. C'est sur deux cartes différentes, ouais. Après Royval contre Manel Cap, ouais, non, je sais pas.
Ouais, bon, après, voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, on va essayer d'organiser une petite interview. Donc, il y aura de l'actu. On va essayer d'organiser une petite interview on va en profiter, en fait, de ces 3 semaines-là pour, on vous dit pas encore la personne qu'on va interviewer, mais normalement, en tout cas, sur le papier, c'est acté. Maintenant, il faut trouver la disponibilité, parce on a 3 semaines pour la trouver. Je pense que ça devrait le faire. Et puis voilà. Voilà. Ouais. En attendant, il ne reste plus Attends, qu'à vous souhaiter une bonne journée. attends, Oui, non, 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 dis-moi. non, 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 non. Non, non, pas de bonne journée. Non, Non. n'ayez pas une bonne journée, les amis. Je veux un Dis-moi. mot de la fin, là. Je veux que vous nous trouviez les meilleurs DDP facts, s'il vous plaît. Ah, Ah ah oui, oui, ah oui. ah, c'est pas mal. Je Les lance ce DDP Facts, concours. exactement. Le jeu concours des DDP, des DDP Facts, c'est une excellente idée. Ah, il me faut ça, là. Faut que je me tape une barre en commentaire. On est d'accord. Donc voilà, comme les Chuck Norris Facts, faites-nous des DDP Facts. Allez, allez, à vos claviers. Franchement, c'est vrai que c'est pas mal. C'est une très bonne idée. Donc cette fois-ci, on va pouvoir vous souhaiter une bonne journée Une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.